bonjour à tous, à toutes, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent à distance. Alors, après des débats très intéressants ce matin sur l'enquête interne, la déontologie autour de l'enquête, on va maintenant aborder l'enquête interne en droit social. Je pense, c'est mon ressenti, mais peut-être que je n'ai pas de données chiffrées, mais j'ai l'impression que les enquêtes internes, en fait, se sont vraiment développées à partir du droit du travail, puisque, comme vous le savez, on voit de plus en plus d'enquêtes internes diligentées en matière sociale sur les problématiques de risques psychosociaux et d'alerte harcèlement moral, plus moral d'ailleurs que sexuel. Parce que pour l'employeur, c'est une obligation de déclencher une enquête interne, ça a été jugé comme ça, lorsqu'il est saisi d'une alerte en matière de RPS et de harcèlement. Et l'objectif pour l'employeur dans le déclenchement de l'enquête interne, c'est la possibilité pour lui de démontrer qu'il a respecté son obligation de santé et sécurité à l'égard des salariés. Donc, quand je vous énonce cette problématique, vous avez compris que va se poser aussi la question de la transparence, de la loyauté, de l'impartialité et du caractère probant de l'enquête interne. Et là, on va avoir une série de discussions autour de la déontologie. Vous savez que la Cour de cassation a jugé que l'employeur peut produire une enquête interne même si elle n'a pas été contradictoire, ce qui est, selon moi, assez dingue, parce que c'est une vraie porte ouverte comme dirait l'autre, à toutes les fenêtres. Mais c'est exactement à l'encontre de ce que nous allons essayer de vous démontrer avec cette table ronde. En tout cas, cette jurisprudence pose la question des droits de la défense. Et donc, quand on est en droit du travail, on doit avoir, et nous en tout cas au CNB, on s'attache toujours à avoir une présentation très équilibrée des positions avocats-employeurs, avocats-salariés, puisque nous nous adressons à tous les avocats de France et que donc nous devons respecter toutes les tendances. Et donc, c'est pourquoi, contrairement à ce qui a été fait ce matin, quand on a travaillé sur le déroulement de cette table ronde, on s'est dit qu'on allait vous présenter justement le regard du salarié mis en cause pour qu'on puisse donc développer d'abord cette problématique du respect des droits de la défense. Et donc là, je vais donner la parole à Sabine Bernard. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté de participer à cette table ronde importante. Et donc, est-ce que vous pouvez nous présenter tous les points essentiels sur l'enquête en droit social du côté du salarié mis en cause? Alors, je ne vais pas présenter que du point de vue du salarié mis en cause, parce qu'en droit du travail, on va avoir cette particularité où le salarié peut être d'un côté le plaignant dans les dossiers de harcèlement et de discrimination, c'est lui qui va générer l'enquête, et de l'autre, il peut se retrouver mis en cause avec, et on l'a vu ce matin, les risques d'instrumentalisation de l'enquête, puisque je cite l'avocat de la deuxième table ronde, il a été appelé « Je veux licencier mon directeur financier, je veux une enquête interne ». Et je citerai aussi les pénalistes dans la tribune du Monde, ceux qui sont intervenus ce matin dans la tribune qui avait été publiée, et on voit le danger et la difficulté de l'enquête interne, c'est qu'ils l'ont écrit, ils viennent dire « Il y a un intérêt commun entre le mis en cause et l'entreprise, je cite, à œuvrer pour la démonstration ». Alors, heureusement, il y a marqué « dans la mesure du possible et sans jamais dénaturer le contenu des éléments de preuve découverts », d'une absence d'infraction commise par une ou plusieurs personnes. Donc l'enjeu, il est énorme sur l'enquête interne, qui va être diligentée par l'employeur, mais qui peut arriver à la mise en cause de l'employeur, pas uniquement des responsables. Sur les dossiers de harcèlement, on va pouvoir se retrouver sur des situations de harcèlement et de discrimination systémique, avec des faits qui ont été couverts pendant des années. Et donc, nous avons un enquêteur potentiellement payé par l'employeur pour aller démonter sa responsabilité, ce qui inclut sa responsabilité pénale. Mes observations seront en 3 temps. 1, sur la question du déroulement de l'enquête interne. 2, sur la question de l'accessibilité à l'enquête. Et 3, sur la question de la force probatoire qui va dépendre des 2 premiers. Sur la question du déroulement de l'enquête interne, qui pour intervenir? Alors, je suis aussi responsable de la commission sociale du SAF. On a débattu de cette question, notamment de l'avocat enquêteur ou pas.
On avait fait un colloque en 2019, on en a débattu au congrès 2020. Je vous donne la position du SAF. Nous considérons que l'enquête interne, en premier, doit être menée par celui qui a toutes les prérogatives et le statut d'indépendance pour les mener, à savoir l'inspecteur du travail. Et nous considérons que ça doit être donc obligatoirement d'abord l'inspecteur du travail qui doit être saisi. Subsidiairement, on connaît les difficultés de la disponibilité de l'inspection du travail, nous disons que ça doit être un employeur référent formé avec un statut protégé, c'est-à-dire un référent de l'employeur avec un statut protégé en binôme avec un représentant du personnel formé avec des garanties de formation qui doivent mener l'enquête. Que si les deux parties sont d'accord pour que l'enquête soit externalisée, il faut un accord conjoint sur qui doit mener l'enquête. Et si pas d'accord, faire trancher la question par l'inspecteur du travail. En matière de santé, on a les ex-experts CHSCT qui s'appellent maintenant certifiés avec des garanties d'indépendance, etc. Pourquoi? Ça a été une question compliquée au sein du SAF aussi. On a des avocats salariés qui sont aussi des avocats enquêteurs. Pourquoi, quand on a voté, on est arrivé au fait qu'on était contre l'avocat enquêteur? Et je dois dire que ce que j'ai entendu à la table ronde, la deuxième table ronde me confirme que ça ne serait pas compatible avec ce que doit être un enquêteur dans une entreprise, en droit social. Sur la question, alors, et je sais que les avocats qui vont intervenir enquêteurs ici ont le souci de répondre à tout ce qu'on va exiger. Mais la question, c'est peut-on se reposer uniquement sur quelques-uns? Parce que quand notre confrère a dit qu'il avait refusé l'enquête interne, je suis sûre qu'il y en a un qui a été d'accord pour l'accepter. Ne nous leurrons pas, on le sait. Et donc, la raison pour laquelle on était contre, c'était la question de l'indépendance. Et c'est pour ça que je sais que mes confrères vont m'expliquer comment ils arrivent à garantir leur indépendance face à l'employeur qui les paye et dont la responsabilité peut être mise en cause à la fin. 2, il y a la question de la confidentialité. On l'a vu à l'atelier 2. Et ma question, comment les avocats enquêteurs garantissent la confidentialité vis-à-vis de l'employeur qui les paye, alors qu'en raison du non-contradictoire, elle n'est pas accessible aux salariés. Donc, on a une inégalité sur cette question. Particulièrement, je ne crois pas à la neutralité de l'avocat. Et je soulève aussi la question, on a l'arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2023 sur les agents sportifs, où la Cour de cassation vient dire le rôle de l'avocat, c'est de représenter une des parties intéressées, et c'est ce qui a été dit à l'atelier 2. On nous a présenté les avocats comme exclusivement des avocats de la défense, avec une enquête qui est donc confidentielle. Ça ne dépend que du choix de l'employeur, ce qui est incompatible, c'est la question de monsieur le bâtonnier, avec ce que doit être une enquête interne en entreprise. Et donc, j'attends de savoir comment, et je sais que mes confrères ont ce souci, ils répondent à ces garanties. Alors, la question du déroulement, comment doit se dérouler l'enquête? On a une source de droit en droit social. En matière d'harcèlement moral, on a l'accord national interprofessionnel du 26 mars 2010. J'énumère très rapidement ce qui est dit. Il est étendu par arrêté, donc applicable. 1, discrétion dans le déroulement. 2, très important, aucune information autre qu'anonymisée ne doit être divulguée aux parties non impliquées. A contrario, pour les parties impliquées, les informations non anonymisées doivent être données. 3, traiter sans retard. 4, écoute impartiale et traitement équitable. L'arrêt de Cour de cassation de juin 2022 vient dire qu'il n'y a pas d'obligation même d'écouter le plaignant. C'est pour moi en contradiction avec l'ANI. Les plaintes doivent être étayées par des informations détaillées, et ça, on est d'accord. Nous, pour les salariés, ce n'est pas des faits vagues, ça doit être des faits précis qui doivent être mentionnés, la liste des témoins. Sinon, comment pouvez-vous reprocher à l'employeur de ne pas les entendre si vous ne les listez pas? 6e élément, un arrêt de 9 février 2012 qui vient dire aussi dommage et intérêt si l'enquête a été menée sans discrétion à charge et sans faire entendre les témoins, donc droit de faire entendre ces témoins, si on les a donnés. 7e, obligation de faire des PV d'audition, ça résulte d'aucun texte, mais on va y revenir après sur la force probatoire, signée, authentifiée. Je vais donner juste un exemple. On a les autorités de marché financier, les autorités de la concurrence, quand ils font des PV d'audition, les font certifier. Et eux, ils ont un statut qui garantit leur autonomie et leur indépendance. Donc, a fortiori, si nous avons des enquêtes menées par des personnes qui n'ont pas ce statut, ça doit être certifié. Et 8, nous avons la question du caractère contradictoire, ce qui m'amène mes observations au pas de charge sur la deuxième partie, la question de l'accessibilité à l'enquête. Alors, l'accessibilité à l'enquête, je vais réagir sur l'atelier 2. Elle est indispensable pour le mis en cause, parce que s'il est licencié à l'issue, il va falloir qu'il se défende, quand même, c'est la moindre des choses. Et elle est aussi indispensable pour le plaignant. Si elle a été déclenchée parce que lui, il a le droit à cette enquête, dit la Cour de cassation,
s'il a le droit à cette enquête pour savoir s'il y a des faits de harcèlement, si on ne la lui communique pas, c'est comme si elle n'existait pas. Je vous ai fait une belle enquête, mais elle est confidentielle et je ne vous la donne pas. Donc, il a un droit. Et ça, on va voir que c'est tranché. Donc, la question de l'accessibilité, première observation, Cour de cassation. Alors, juste un mot sur le dilemme. Nous aussi, on a ce débat qui est compliqué. C'est est-ce qu'il faut se bagarrer pour l'accessibilité pendant l'enquête interne? Alors, si on est pour le salarié mis en cause, on va dire oui, se défendre le plus tôt possible dans le contradictoire. Si on est pour le plaignant, notamment dans des dossiers de harcèlement sexuel qui vont dénoncer leur supérieur, on connaît cette difficulté. Donc, c'est une vraie question compliquée. La réponse de la Cour de cassation, c'est qu'il n'y a pas de droit d'accès pendant l'enquête interne, 29 juin 2022, mais je cite quand même l'extrait, c'est qu'en contrepartie, cet arrêt, le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction n'impose pas que le salarié ait accès au dossier et aux pièces recueillies ou qu'il soit confronté aux collègues qui le mettent en cause ni qu'il soit entendu pendant l'enquête interne, dès lors que, c'est la deuxième condition, la décision que l'employeur peut être amené à prendre ultérieurement, et tous les éléments dont il dispose pour la fonder peuvent, le cas échéant, être ultérieurement discutés. Donc, ce que vient de dire la Cour de cassation là-dedans, ce n'est pas d'accès pendant l'enquête interne, mais a posteriori, après, obligatoirement, puisqu'on a le droit de la discuter. On ne peut pas la discuter si on n'y a pas accès. Et juste un mot sur la position de la Cour de cassation. La logique de la Cour de cassation est qu'elle s'aligne, on le voit dans les conclusions du rapporteur sur cet arrêt, elle s'aligne sur l'idée qu'elle avait déjà dit, d'ailleurs, l'enquête interne est un préalable à la procédure disciplinaire. Comme il n'y a pas un droit à l'accès aux pièces, qui est un gros problème pendant la procédure disciplinaire en droit du travail, eh bien, elle aligne sa position sur l'accès à l'enquête interne. Ce n'est même pas en prise en considération les spécificités des dilemmes dont je parlais. Alors après, donc elle dit pas pendant, elle dit après. Alors après, c'est quand? On n'a pas encore exactement les arrêts qui tranchent, mais juste une exception, attention, est-ce que c'est pendant la procédure disciplinaire? On a des sociétés avec des règlements intérieurs ou des conventions collectives qui peuvent prévoir des procédures disciplinaires contradictoires avec un accès au dossier. Je soutiens que dans ce cas-là, c'est bien évidemment, ça va de pair avec l'accès à l'intégralité des pièces. Et c'est ce qui est par exemple jugé pour les fonctionnaires. Ils ont droit aux enquêtes internes qui ont été diligentées, y compris en cours d'inspection. Il y a des arrêts du Conseil d'État. Il y a accès à tous les PV d'audition et des salariés authentifiés. Deuxième observation, pour les salariés protégés, pendant la procédure disciplinaire, on le sait, devant l'inspection du travail, c'est-à-dire, on retrouve la jurisprudence administrative, eh bien, accès à l'intégralité des témoignages. Là aussi, on a des arrêts du Conseil d'État, donc on voit bien une inégalité où, dans la procédure disciplinaire, seul le salarié protégé pourra y avoir accès. Ouais. Après, un mot sur, on se retrouve avec des enquêtes qui sont faites, qui sont, alors quand les salariés licenciés, c'est-à-dire ça suit le prud'homme, on va arriver, mais où on dit aux salariés, vous n'avez pas de harcèlement et ils n'ont pas accès à l'enquête. Et donc, on fait, alors, c'est comme si, pour moi, c'est pas d'accès à l'enquête, c'est comme si elle n'existait pas, une fois qu'elle est terminée. Et donc, moi, j'avais un référé probatoire que je plaidais demain en 145 pour avoir l'enquête et l'intégralité des PV d'audition, où on a des enquêtes, mais tronquées, sans les PV d'audition, que le compte-rendu rédigé, parfois par on ne sait pas qui, on ne sait même pas d'ailleurs si on ne nous a pas sélectionné des pages, donc qui a fait l'enquête. Et Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, droit à l'enquête et aux auditions. On a une ordonnance au cabinet BCO de Bayonne, 19 septembre 2002, droit à l'intégralité des auditions PV certifiées. Accès à quoi? Je viens de le dire, mais je vais rapidement. PV audition signée, c'est essentiel pour pouvoir authentifier, pour voir si le déroulement de l'enquête a été loyal ou à charge dans la manière dont les questions ont été posées. Il y a un vrai décortiquage de travail à faire là-dessus. La question de l'anonymisation qui est essentielle, et j'ai mis de côté la question de l'articulation avec les lanceurs d'alerte, parce que, bon, en droit, on peut en reparler après, mais là, je n'ai pas le temps, c'est une question en soi. Mais en droit du travail, on est vraiment surtout sur du harcèlement et des discriminations dans les enquêtes. Et dans les jurisprudences que je venais de vous citer, la Bayonne, etc., c'est bien droit à des informations non anonymisées. Et je dirais qu'on a le même débat dans les dossiers de discrimination avec les bulletins de paie des panels, que tout le monde connaît, et arrêt récent du 8 mars 2022 qui vient confirmer un arrêt de cour d'appel qui dit bien il y a des informations où dans le droit dans la preuve on a besoin pour se défendre, parce que comment vous défendre, savoir si vous ne savez pas qui vous accuse de quoi, comment voulez-vous vous défendre si les choses sont anonymes. Et donc, dernière observation, et j'ai fini, je n'ai pas dépassé mon temps, mais c'est pas de charge quand même, sur la question de la force probatoire, de ce qu'on voit des arrêts, notamment
c'est un arrêt très important, chambre sociale 4 juillet 2018 notamment, l'arrêt de cour d'appel de Paris aussi. Le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes. C'est quand même l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, sur l'enquête, là, on en a aussi sur les PV une messe d'enquête CHSCT non authentifiée sans compte rendu d'audition. Donc, on voit que la question de la force probatoire va dépendre du contrôle de la loyauté qui a été observée en amont. Et juste pour conclure, on voit qu'on a une absence de garantie, pas de contrôle en amont pendant la procédure, notamment avec le caractère non contradictoire pendant l'enquête, mais la contrepartie, si on avait une enquête faite dans des garanties par une personne certifiée, avec des garanties de certification, avec un statut irréprochable, on n'aurait pas de débat sur la force probatoire. Le choix qui a été fait en l'état pour la Cour de cassation, c'est non contradictoire en amont, mais en contrepartie, toute l'attitude pour aller exploser l'enquête qui ne répond pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas droit à des exigences, elles ne sont juste que contrôlées a posteriori, et ça va déterminer la force probatoire de l'enquête. Voilà. Merci beaucoup, Savine. C'était vraiment très complet. Alors, je vais faire intervenir les 3 avocats enquêteurs. Je suis désolée, je les ai pas présentés. Donc, on a avec nous Monsieur le bâtonnier Richard Doudet, donc le bâtonnier de Limoges, Madame Nathalie Leroy, qui publie beaucoup, je crois, sur le sujet des enquêtes, et Madame Hélène Masdessin, avocat au Conseil, et Bénédicte Kerr, qui fait également de l'enquête interne. Avant de vous passer la parole, pour que vous nous passiez votre retour d'expérience, parce que l'objectif de ce colloque, c'est justement d'expliquer aux avocats qu'ils peuvent faire des enquêtes et que l'avocat enquêteur a une vraie plus-value. Et donc, évidemment, on va s'inscrire en faux avec ce que vient de vous plaider Savine, et avec tout le respect que j'ai pour mes amis du SAF. On sait que le SAF est très centré sur une vision judiciaire de l'avocat, centrée sur les droits de la défense, mais ici, on veut essayer au contraire d'aider les avocats à développer leur activité de conseil. Et donc, la mission d'avocat enquêteur est une mission de conseil. Donc, avant de vous faire intervenir tous pour nous faire vos retours d'expérience, je voudrais vous interpeller sur des problématiques très concrètes sur l'enquête interne. Et là, je veux ici saluer très gentiment mon ami Olivier Bluche, que j'ai croisé hier au Conseil de prud'homme de Paris et qui a entendu parler de cette table ronde et qui m'a demandé de vous interpeller sur ces sujets-là. Alors, d'abord, lorsque l'avocat est enquêteur et qu'il convoque les parties, enfin, en tout cas les témoins potentiels en vue d'une audition, comment est-ce que vous articulez ces convocations avec les dispositions du règlement intérieur, donc, comment est-ce qu'on parle? Vous avez le droit de vous faire assister par un avocat. Est-ce que vous le faites? Deuxièmement, comment est-ce que vous intégrez le fait que les personnes mises en cause, par exemple, peuvent potentiellement s'auto-incriminer? Donc là, c'est une question que je vous pose. Comment est-ce que vous gérez cette problématique? Troisième point, dont je n'étais pas là toute la matinée ce matin, mais je ne sais pas si ça a été évoqué, l'articulation avec le RGPD. Est-ce que vous informez bien les témoins qui vont être entendus sur le fait que, quelle est la finalité des auditions pour ensuite le traitement automatisé des fichiers? Est-ce que vous précisez bien que ce sera utilisé dans une procédure disciplinaire et ou judiciaire? Ensuite, s'agissant de la lettre de licenciement, dès lors que la lettre de licenciement mentionne expressément que les faits ont été rapportés et établis par une enquête interne, en effet, comment est-ce que vous gérez cette demande de communication d'un rapport d'enquête interne je ne parle pas forcément aux avocats enquêteurs, mais là, je parle aux avocats, et donc, comment est-ce que vous conciliez ça? Puisque, là, j'ai sous les yeux des décisions, donc un confrère qui a, dès le bureau de conciliation, demandé une ordonnance provisionnelle de communiquer le rapport d'enquête, à laquelle l'employeur n'a pas déféré, et le jugement qui a été rendu derrière retient le défaut de communication du rapport d'enquête à charge contre l'employeur. Voilà. Donc, je vais vous laisser dans l'ordre de votre disposition à la table. Donc, comment est-ce que quels sont vos retours d'expérience en articulant autour de ces différents points et surtout,
plus généralement de la déontologie de l'avocat. D'accord. Donc là, c'est l'intervention 10 minutes ou vous voulez qu'on réponde d'abord? C'est l'intervention 10 minutes et donc évidemment, vous intégrerez tous les enjeux déontologiques que sont l'indépendance, le conflit d'intérêts, le secret professionnel, les principes essentiels, la loyauté et le contradictoire. Eh bien, écoutez, et la confidentialité, très bien. Écoutez, moi, je vais vous faire part de l'expérience vraiment d'un béotien. On m'a dit tout à l'heure que j'étais Monsieur Jourdain et que je faisais du conseil sans le savoir. Et donc, effectivement, Molière est passé par Limoges assez souvent aussi. Merci, consoeur, de me rappeler l'ambiance des conseils de prud'homme. J'adore. Et je vais vous présenter ma conception de l'avocat enquêteur, qui est une conception totalement janséniste. Voilà, et j'en conviens complètement. Vous avez dit, si nous réussissions à avoir un enquêteur qui était, je vous cite, certifié et irréprochable. Pour vous, c'est l'inspecteur du travail. Pour moi, j'ai prêté un serment qui me rend certifié et irréprochable. Pour la bonne et simple raison que dans tous les actes de ma vie professionnelle, voire de ma vie personnelle, je dois exercer avec dignité, vous savez, conscience, probité, humanité, voilà, et indépendance. D'accord? Donc, lorsque je me présente et que je réponds à un appel d'offres sur une enquête interne, je suis souvent opposé à Madame de Haas, qui, elle, produit au potentiel client une pauvre charte éthique. Voilà, moi je le dis au client, ben moi j'ai un code de déontologie. Et j'ai une déontologie qui m'impose un certain nombre de règles dont je dois répondre. C'est-à-dire que si j'ai un avocat de salarié mis en cause ou un avocat de victime qui remet en cause mon enquête interne, il peut déposer plainte contre mon bâtonnier. Enfin, moi, c'est... Ah, ça y est, j'ai à nouveau un écho. Et je vends, je n'ai pas honte de le dire, je vends ma déontologie face à des cabinets X ou Y qui sont effectivement, qui ne sont pas certifiés et qui ne sont pas irréprochables. Moi, je dois rendre des comptes. Et je peux perdre la robe si je suis déloyal, si je ne respecte pas les règles élémentaires de ma profession. Vous pouvez me poursuivre devant le conseil de discipline et je répondrai et je perdrai ma robe si je ne respecte pas dans mon enquête interne ces règles qui sont des règles de déontologie, des règles éthiques. Et je les vends aux clients, c'est-à-dire que je vends mon indépendance aux clients. Première chose, je n'interviens jamais, absolument jamais, pour un client habituel du cabinet. C'est une règle absolue. Je suis prescrit par des confrères. Je rencontre le client et je lui dis, je suis d'une indépendance absolue. C'est-à-dire que vous me lâchez dans votre entreprise comme on lâche un ratier pour aller chercher les blaireaux, puisque je suis du Limousin, dans les terriers. C'est-à-dire que vous me lâchez dans votre entreprise et c'est l'esprit, pour moi, hein, c'est l'esprit de l'enquête interne. Et j'ai une liberté totale dans mes conclusions, y compris si j'identifie des manquements graves institutionnels au sein de votre entreprise. Et pour être sûr que je sois indépendant et pour l'exposer au CSE auquel je vais me présenter avant d'intervenir dans l'entreprise et à tous les salariés que je vais auditionner, nous allons signer une convention d'honoraires qui aura un honoraire forfaitaire et vous allez me payer tout de suite. Et je dirai aux salariés que je n'étais pas dans l'entreprise avant, que je ne serai pas dans l'entreprise après, que je viens uniquement pour faire cette enquête interne, que je suis déjà payé et que je n'ai donc rien à attendre de l'employeur. Et si l'employeur n'entre pas dans ce champ-là d'intervention, et ça m'arrive, puisque effectivement, vous avez raison, nous avons un salarié dont nous voulons nous séparer, etc. Moi, je refuse. C'est ce que j'appelle ma conception janséniste des choses. En revanche, il faut le reconnaître, nous avons beaucoup d'employeurs et d'entreprises qui viennent nous dire « je veux savoir ce qui se passe dans ma boutique. Je veux avoir quelqu'un d'indépendant qui vient chercher. » Si je match avec cette proposition-là, moi, je viens. Et c'est écrit dans la convention. C'est écrit dans l'accord que je prends avec ces gens-là. Donc, dès le départ, il n'y a pas d'ambiguïté.
j'ai une liberté totale. Pour répondre à la question sur la convocation des personnes, ce n'est pas moi qui convoque, c'est l'employeur qui convoque, qui utilise son pouvoir de direction et qui indique qu'il y a une enquête interne, qu'elle a été confiée à un ou plusieurs avocats, puisque nous intervenons la plupart du temps à 2, et qu'ils doivent se rendre, ils doivent participer à cette enquête interne dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. Et le mis en cause, c'est moi qui rédige évidemment la lettre en disant qu'il peut se faire assister par un avocat, etc. Mais ça n'est pas moi qui convoque le salarié, c'est l'employeur qui convoque le salarié en disant vous devez vous présenter telle salle, tel jour, telle heure, vous pouvez vous faire assister par un avocat, vous pouvez vous retirer lors de l'enquête, etc., lors de l'audition, etc. Donc, jusqu'au bout, je respecte la déontologie. Et je voudrais vous dire aussi, consoeurs, même si ça n'a rien de personnel, que l'enquête interne n'est pas un procès et que le rapport d'enquête interne n'est pas un jugement. Le contradictoire, il aura lieu après. Évidemment, après. Quand vous dites qu'on pourra tailler en pièces l'enquête interne, évidemment, bien sûr que vous pourrez le faire. C'est cette vieille jurisprudence que vous connaissez parfaitement qui dispense l'employeur de remettre des pièces au moment de l'entretien préalable. C'est vieux comme le monde. Un conseiller du salarié qui arrive en disant « vous devez me remettre les pièces, vous devez remettre les accusations des salariés, etc. » Non, la Cour de cassation a jugé ça depuis très longtemps. L'employeur prend sa responsabilité en licenciant. Consoeur, vous disiez tout à l'heure, et si l'enquête interne est visée dans la lettre de licenciement, l'employeur, jusqu'à preuve du contraire, il doit justifier de son licenciement. S'il a été assez idiot pour citer comme motif de son licenciement une enquête interne, et s'il ne veut pas la communiquer, le juge en tirera les conséquences. Et il s'abordera évidemment le licenciement. Et si l'enquête interne n'est pas faite de manière loyale, de manière contradictoire, elle sera écartée des débats. Voilà. Alors maintenant, il faut aussi, et j'en aurai terminé, il faut apporter un bémol. Lorsque ce matin, j'entendais les pénalistes nous parler du respect du contradictoire, la communication, etc., on refait le procès. Ça n'est pas un procès. Voilà. Il faut savoir que nous intervenons la plupart du temps dans des conceptions, dans des endroits où c'est très brûlant, où c'est très chaud. Moi, je suis intervenu sur des grèves, où il y a des piquets de grève, où je traverse le piquet de grève pour aller faire mon enquête interne. Donc, inutile de vous dire qu'on va faire quand même très attention à la santé et la sécurité des gens qu'on va entendre. Ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas que l'enquête interne se transforme en manquement à la sécurité du travail. Je vous donne un exemple, puisque j'interviens à la fois, je sais que c'est très mal vu, mais j'interviens à la fois pour des salariés et pour des employeurs. Mais à Limoges, on fait ce qu'on peut, on prend les clients qu'on a. Je suis désolé. Mais ça a toujours été comme ça. Pour moi, ça a toujours été extrêmement important d'avoir deux hémisphères, mais même si je suis sûr que vous en avez aussi. Mais pour moi c'est de l'hygiène. Voilà, c'est très important pour moi. Il n'y a pas très longtemps, une directrice de banque, je pense qu'il faut, j'empiète un petit peu sur le temps, une directrice régionale vient me voir en me disant j'ai démissionné de telle banque il y a 6 mois parce que j'étais victime de harcèlement moral de la part d'un directeur. Et la DRH nationale vient de m'appeler en disant il paraît que vous auriez été victime de harcèlement. Elle dit oui, j'ai démissionné parce qu'il y a eu une enquête interne organisée par la banque elle-même. J'ai dénoncé tous les faits. Ils se sont empressés d'aller le voir en disant Madame Machin, elle a dit ça de vous, ça de vous, ça de vous. Donc ma vie est devenue un enfer et je suis parti. Fin du premier acte. Deuxième acte, elle apprend que ce type a été licencié pour faute grave. Elle vient me voir et elle me dit mais il y a eu une première enquête interne, une deuxième, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais voir mon président de tribunal, je lui présente une requête article 175 et j'envoie un huissier de justice saisir la totalité du dossier. Et je l'obtiens, au-delà de tout ce que je pouvais imaginer d'ailleurs, puisque j'ai la première enquête interne, avec tous les témoignages. Ils avaient collé un avertissement en disant c'est pas bien quand même tout ce que vous faites. Hein. Ils ont dit à tous les salariés, aux responsables, voilà, tous ces salariés vous ont dénoncé, et depuis, 6 mois plus tard, tous les salariés avaient démissionné, étaient partis, etc. Donc,
j'ai obtenu un accès à l'enquête interne. Certes, elle n'était pas faite par un avocat, mais du coup, on a accès à ces informations-là, on peut avoir accès à ces informations-là. Et alors, la consoeur tout à l'heure qui parlait du secret professionnel m'a bien briefé pour vous dire que je partage son analyse en fait. Elle m'a demandé de vous le dire. Donc, et j'en ai terminé, sur le secret. Lorsque je fais mon enquête, le rapport, on n'a pas de modèle sur qu'est-ce que c'est qu'un rapport d'enquête interne. On m'a dit, il faudrait peut-être en communiquer un modèle. Bah, non, c'est compliqué. Moi, j'ai pris le modèle des ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel quand j'identifie un harcèlement moral ou à une ordonnance de non-lieu quand j'identifie qu'il n'y a rien du tout. Et je fais exactement la même chose que fait le procureur de la République, c'est-à-dire ou le juge d'instruction. Je rédige de la même façon. Mon rapport est rédigé de la même façon. Et donc, moi, j'entends, on me dit, vous participez au conseil à la défense, donc c'est couvert par le secret professionnel. Mais moi, je le dis, je n'ai pas d'inquiétude sur la communication de mes rapports. Parce que moi, quand j'écris qu'il y a un harcèlement moral, je me suis bordé. Parce que je sais que j'écris aussi sous ma responsabilité personnelle, voire professionnelle. Et si je dis qu'il n'y a pas de harcèlement, je n'ai pas de problème aussi à ce que ça soit communiqué parce que je me suis bordé et que j'ai réuni tous les éléments à l'appui de ce que j'ai rédigé. Donc j'assume totalement ma signature, c'est sous ma signature et sous ma responsabilité que c'est fait. Et j'en rendrai compte sur le plan déontologique, voire sur le plan pénal, si j'ai fait une dénonciation calomnieuse. Donc je suis tout à fait libre et transparent et je pense que c'est cette conception-là qu'on devrait avoir de l'enquête interne à laquelle moi je suis extrêmement attaché. Je peux vous dire, pour ceux qui ne le pratiquent pas, que c'est un exercice intellectuellement super intéressant. J'adore ça. On sort de la subjectivité, on se force à être objectif, on écoute les gens et je vais ajouter quelque chose. L'enquête interne a des vertus internes dans l'entreprise, c'est-à-dire que quand on s'en va, il y a plein de choses qui se passent. Entre le moment où j'ai fini mes auditions et le moment où je rédige mon rapport, il s'écoule généralement 2-3 semaines. On me rappelle en me disant, vous savez, il y a des choses qui se sont débloquées, les gens se sont mis à parler entre eux, ils ont compris un certain nombre de choses, etc., etc., etc. Et évidemment, j'ai des remontées de choses qui ont fait que libérer juste la parole, faire étendre les gens, refaire descendre la pression. Ça, on la sent beaucoup quand on arrive. Quand on arrive dans un service hospitalier et qu'on vous demande d'étudier un harcèlement moral, c'est chercher un crime de guerre au milieu d'un champ de bataille dans l'hôpital public aujourd'hui. Eh ben, on ressent cette tension quand on arrive et on peut réussir à la faire baisser uniquement en laissant les gens parler, en laissant s'exprimer. Et je pense que là, nous sommes, en tant qu'avocats, extrêmement pertinents pour faire cet exercice-là. Voilà pourquoi je voulais absolument défendre l'enquête interne. Merci beaucoup. C'était clair. Alors, c'est vrai que quand l'avocat est dans sa mission d'enquêteur, il le fait forcément dans le cadre de son activité de conseil. Et c'est pourquoi donc le secret professionnel. La consoeur m'a expliqué que de toute façon, notre travail sert, voilà. Notre travail. Le client d'analyse juridique. Voilà, le client nous fait venir pour savoir ce qui se passe dans son entreprise. Le confrère avait raison de dire que c'est une consultation élargie, une consultation approfondie, et qui est une aide à la décision. Donc effectivement, nous participons à la défense. Oui, donc ça, on doit vraiment être absolument d'accord avec ce qui s'est dit ce matin à cet égard. C'est le fait que dès lors que l'avocat signe un document qui est une consultation dans laquelle il rend une consultation juridique, c'est bien une activité de conseil et donc couverte par le secret professionnel lié au statut de l'avocat signataire. Alors Nathalie Leroy, à votre tour de nous faire votre retour d'expérience avec tous ces éclairages. Oui, pardon. Il y a des mots qui ressortent de tout ce qu'on a dit depuis ce matin. Et moi, qui m'ont vraiment le plus fortement interpellée, c'est le mot indépendance et c'est le mot impartialité. Et j'ai envie de vous dire, et ça va rejoindre le propos du bâtonnier qui est assis à côté de moi, moi, ça fait plus de 2 décennies que je suis avocate en droit du travail. Avocate
on va dire, allez, 70% employeur, 30% salarié, parce que j'ai jamais voulu être complètement dans un camp. Et avocate on va dire, voilà, avocate classique en contentieux. J'estime avoir exercé pendant ces 2 décennies avec indépendance. C'est-à-dire, voilà, j'estime que j'ai exercé sous le sceau de mon serment, alors que, on est bien d'accord que dans un cadre qui est celui du contentieux, on est d'un côté ou de l'autre. Bien. Donc, je l'ai exercé au prisme de l'intérêt de mon client, puisque je me passais, le mandat que j'avais avec lui était de cet ordre. Là, dans le cadre de l'avocat enquêteur, je suis toujours indépendante. Alors, je le dis, moi, je ne prends pas les sous avant de faire l'enquête, voilà. Mais néanmoins, j'estime avoir toujours cette indépendance. Pour moi, le serment que j'ai prêté, et Dieu sait si pendant un certain nombre d'années, je me disais, mais bon sang, cette déontologie, mais qu'est-ce qu'elle me casse les pieds. Et en fait, aujourd'hui, mais merci, merci à cette déontologie d'être là et d'être mon support et mon soutien. Indépendance, c'est essentiel, et je vais relier ce mot à impartialité, parce que si on mène une enquête qui n'est pas impartiale, quel est l'intérêt de mener une enquête qui va être instrumentalisée et qu'on va pouvoir démonter derrière facilement? Et puis sur le plan intellectuel et de ma conscience, là il y aura un gros hiatus. Bon. Alors, indépendance et impartialité. Il y a un outil qui est très important, puisqu'on intervient toujours pour un client, c'est une évidence, mais on a un mandat. Quel que soit le rôle de l'avocat, là, spécifiquement, dans le cadre de ce rôle d'avocat enquêteur, quel est mon mandat? Eh bien, mon mandat, il va être incarné par la lettre de mission. Et dans cette lettre de mission, les choses, il est essentiel qu'elles soient claires, nettes, précises. Eh bien, je revendique cette indépendance. Je revendique cette impartialité. Voilà, sinon, je ne peux pas exercer ma mission. Voilà, c'est clair et c'est net. Et ça, je le dis d'abord dans le premier rendez-vous. Je l'écris parce que, évidemment, on a essayé de m'instrumentaliser. Ah voilà, c'est humain. Bon, on l'a tous été sans doute. Et donc, c'est à nous de mettre les choses au clair. Je n'ai pas besoin de certifier quoi que ce soit par rapport à cela. Moi, j'ai prêté serment et j'ai ma lettre de mission. Je veux dire, ça ne fait pas un pli. Et s'il y a un problème derrière, eh bien, j'en rapporterai à l'ordre des avocats, voilà, qui statuera sur ce qui s'est passé. Bon. Alors, impartialité, pour moi, je l'ai, et c'est essentiel dans l'enquête, c'est n'avoir aucun parti pris. C'est compliqué quand vous avez été avocat pendant des années et que vous vous êtes placé d'un côté parce que vous prenez le prisme de l'intérêt de votre client. Sauf que là, l'intérêt de votre client, c'est quoi? Est-ce que c'est d'arranger une histoire qui lui va bien, ou est-ce que c'est de lui dire, voilà ce qui se passe dans votre entreprise, voilà une photographie la plus proche de la réalité possible. Bon, je pense qu'on est plutôt dans cette deuxième optique. N'avoir aucun parti pris, c'est donc changer de rôle, voilà, par rapport à celui qu'on a connu. C'est se placer différemment dès le début de l'enquête. Voilà. Je n'ai pas, même si le client va venir me dire, écoutez, je pense que là, on a quelqu'un qui dysfonctionne, voilà, on a eu un signalement, on nous dit ça, 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 ça. Je ne vais pas prendre pour argent comptant ce qui est dit dans le signalement. Ça ne va être qu'un matériau, un matériel dont je vais me servir dans cette espèce de puzzle au début où on sait qu'on a un puzzle à construire. On a l'idée derrière d'un signalement, mais quelles sont les pièces du puzzle? Je ne les ai pas. Hein, je veux dire, je ne me retrouve pas là avec une requête ou des conclusions ou des pièces qui sont déjà visées. Non, je n'ai rien. Ça va être à moi
d'être suffisamment pertinente pour aller puiser et chercher les bonnes pièces, et puis ensuite de les assembler. Donc ça veut dire que pendant toute l'enquête, je dois tout le temps avoir cette idée que je n'ai pas de parti pris, que je vais remettre les compteurs à zéro à chaque fois en fonction des pièces que je vais avoir, des éléments que je vais recueillir, en fonction des entretiens. Entre chaque entretien, oui, j'ai eu un peu plus d'informations, mais c'est comme un violoniste, un musicien. Voilà, il a sa partition et puis il doit l'oublier pour arriver à jouer, quoi. Mais il a intégré quand même un certain nombre de choses. Voilà. Donc, je vais me retrouver un peu dans cette situation-là. Donc, impartialité. Sur quoi cette impartialité va s'appuyer également? Toujours sur mon serment, puisque moi, dans mon serment, j'ai la probité. Et la probité, c'est l'honnêteté scrupuleuse. Oui, je vais respecter cette honnêteté scrupuleuse. Je veux dire, je n'ai pas le choix. Et j'entendais mon excellente consoeur qui nous disait, bon, je sais pertinemment on a des confrères qui seront scrupuleux et d'autres qui ne le seront pas. Alors c'est vrai qu'on est tous des êtres humains, mais enfin, on a quand même ce qui nous lie entre nous, ce qui nous le relie, encore une fois, c'est ce serment, voilà, qu'on a tous prêté. Et puis après, s'il y en a qui ne se prêtent pas à cela, eh bien, j'ai envie de dire, ils n'ont plus rien à faire dans notre métier, dans notre profession. Bon. Alors, cette impartialité, cette indépendance, on doit les retrouver tout au long de l'enquête, du début à la fin, et y compris dans la rédaction du rapport. Voilà. Ça veut dire que oui, à un moment donné, on va devoir trancher. Il y a du harcèlement, il n'y en a pas. Si on n'a pas, c'est autre chose. Qui harcèle qui? Parce que ça aussi, par rapport au droit de la défense, il m'est arrivé de me retrouver dans des enquêtes où la personne qui a signalé les faits, et je pense particulièrement à un dossier d'une DRH qui avait signalé des faits de harcèlement de la part d'un directeur d'usine. Et alors, elle était très maligne, très, très habile. Son dossier était hyper bien monté, c'était cadré. Puis alors là, on avait un type en face, franchement, il tombait dans tous les panneaux qu'elle lui avait tendus. Enfin, c'était... Et puis, donc, bon, le dossier, il avait l'air de se construire comme ça. On commençait à se faire une petite idée, mais on remettait... Parce que quand je dis on, c'est parce qu'on fait les enquêtes à deux. Alors, moi, je l'ai fait avec une spécialiste, là, pour le coup, de l'enquête qui a été formée au FBI, qui est profiler et qui est docteur en psychologie clinique. Bon. Et puis, on se rend compte au bout d'un moment qu'en réalité, elle avait tout manigancé, mais de main de maître. Et en fait, on a tout redétricoté. Et à la fin, on se rend compte que en fait, c'est le directeur d'usine qui est harcelé par elle. Bon. Donc, d'où l'intérêt de pas d'idée préconçue remis en cause. Et cette impartialité, on l'a absolument jusqu'au bout parce qu'on était quasiment au moment de la rédaction du rapport quand on s'en est rendu compte, quoi. Bon. Alors, par rapport au droit de la défense, il y a aussi vis-à-vis, bon, évidemment, secret professionnel, je pense que vous avez dit vraiment l'essentiel. Et on a, par rapport au droit de la défense, dans l'utilisation du rapport et dans le rapport lui-même, une véritable étanchéité entre l'enquête, la procédure disciplinaire, la procédure contentieuse. On a 3 moments différents. Est-ce qu'on révèle le rapport d'enquête? Est-ce qu'on ne le révèle pas? J'ai envie de dire que ça n'est pas notre sujet en qualité d'avocat d'enquêteur, puisque nous, on va remettre le rapport à notre mandant et c'est tout. Après, c'est notre mandant qui en fait ce qu'il en veut. S'il y a, le moindre... peut-être le moindre questionnement par rapport à ce rapport qui fait quoi, l'indépendance, etc. Je veux dire qu'il y a dans les entreprises qui ont déjà une certaine dimension, des instances représentatives, rien ne les empêche de déposer un droit d'alerte et de ce fait d'être associés à l'enquête. Et d'ailleurs, moi, on réalise également des enquêtes, soit à la demande de l'entreprise, soit parfois des enquêtes conjointes. Et donc, à qui remettons le rapport? Eh bien, on le remet à l'employeur qui nous a mandaté ou son représentant qui nous a mandaté, et puis le salarié, représentant du personnel mandaté par le CSE. Voilà. Alors après, il y a d'autres questions qui arrivent, puisque qu'est-ce qu'on va
retranscrire au sein du CSE au niveau du rapport? Est-ce qu'on donne des noms, on ne donne pas des noms? Comment on fait, etc. Enfin, là aussi, tout n'est pas tranché. Alors, pardon, je ne veux pas trop m'étendre, mais par rapport aux questions que vous nous avez posées, convocation des témoins, articulation avec le règlement intérieur, se faire assister ou pas. Donc oui, pour les témoins, en tout cas pour la personne mise en cause, ça c'est clair, on lui propose de venir assister par un avocat si elle le souhaite. Nous avons pris la décision de le proposer également, mais ça nous appartient, à la victime présumée, à cause de 2 ou 3 affaires où la victime s'est retrouvée en réalité la personne qui harcelait. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on s'est dit, bon sang, c'est tellement... le moment de l'entretien est tellement particulier, il doit être tellement construit, on doit mettre vraiment la personne à l'aise, etc., que si on se rend compte au bout d'un moment dans l'entretien qu'en réalité la personne pourrait être incriminée, il faut arrêter l'entretien, lui proposer de se faire assister. Je veux dire, ça fiche à plat finalement toute l'heure qu'on vient de passer ensemble. Et donc, c'est pour ça qu'on le fait également. Mais ça implique, et d'ailleurs c'est une des questions, quel est le rôle de l'avocat qui va assister un salarié lors de l'entretien? Pour nous, il est essentiel parce que vraiment, encore une fois, on a une méthodologie très, très, très particulière, très spécifique, que cet avocat n'intervienne pas pendant les questions. Il peut intervenir après, mais pas pendant, sinon ça risque de ficher par terre la stratégie. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que on essaye, ça fait partie de toutes les questions. Et c'est compliqué de mener une enquête. On se pose 1001 questions en permanence. C'est très lourd sur le plan psychologique, etc. Moi, je ne vous cache pas que je me fais aider. Je veux dire, voilà, je vais voir un psy régulièrement, simplement parce que autant l'ego porte pour aller plaider, et on en a besoin, et merci, ça m'a aidé, mais alors voilà, autant là, dans le cadre de l'entretien, vous avez des gens qui peuvent se montrer agressifs, etc., mais ça n'est pas contre vous, donc il ne faut pas le prendre comme ça, il ne faut pas ficher à plat les questions. Bon. Donc, il y a beaucoup de choses à travailler. Pardon, hein, je me dis, mais il y a tellement de choses à vous dire. L'articulation avec le RGPD, oui, nous on l'indique, on envoie un courrier avant pour ne pas alourdir l'entretien et pour que la personne ait le temps de lire les choses. Alors, on n'en a pas fait 5 pages, il a fallu condenser, c'est déjà tellement pénible à lire pour nous, donc pour des gens qui ne sont pas des juristes, c'est encore pire, où on leur rappelle un certain nombre de choses et au niveau de leurs droits, et notamment du RGPD, et puis demande de communication du rapport, ça je vous en ai parlé. Bon, voilà. Ouais, merci beaucoup. Alors, j'ai pas mal de questions. Il y a beaucoup de commentaires sur le chat, et donc je vais, avant de passer la parole à Madame Kernéan, vous les relayer pour que vous puissiez rebondir. Alors, pas vous, parce que vous avez déjà parlé, mais après vous. Alors, d'abord, juste en lien avec ce que vous venez de dire, c'est intéressant parce que, ça c'est moi qui pose la question, c'est pas le chat, pour recevoir la parole, il y a 2 ans, nous avons fait les états généraux du droit social, et donc j'avais fait une table ronde sur l'enquête interne, et je l'avais faite avec un psy, justement, qui fait des enquêtes. Et on était parvenu à cette conclusion que c'était véritablement le vrai regard croisé avocat-psy, parce que le psy aide à recueillir la parole, et nous, on n'est pas forcément formaté, à moins d'avoir suivi des formations en négociation raisonnée, en écoute active, reformulation, etc. Enfin, tous ces outils que tous les amateurs que tous les médiateurs connaissent par cœur. Merci d'avoir fait la différence entre enquête et enquête conjointe, parce que ça fait le lien avec ce que disait Savine. Savine, justement, avec toi, il y a des confrères qui ont demandé est-ce que tu peux donner les références des arrêts que tu as cités. J'ai promis qu'on les mettrait sur le site, hein, Mathieu, parce que ce sont des arrêts intéressants. Pour rebondir sur le briefing que tu as fait, Bénédicte Grohl, ce matin à propos du secret professionnel, l'avocat enquêteur est un avocat qui exerce une mission de conseil. Il a une mission et un client, c'est l'entreprise. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un confrère qui a écrit c'est quand même un peu gênant d'entendre un avocat dire que avant la procédure, il n'a pas besoin de faire du contradictoire. Je ne suis pas sûre que c'est ce que vous avez dit, monsieur le bâtonnier, mais néanmoins… Ah non. Non, je ne me souviens pas d'avoir entendu ça. Bon, le contradictoire s'exerce après, on l'a vu, mais bon,
peut-être que vous interviendrez là-dessus. Non, j'ai dit- Notez la question. J'ai dit que l'enquête interne serait de toute façon, pour Exactement. moi, soumise au Exactement. débat Exactement. contradictoire si Exactement. elle est suivie d'un licenciement. Voilà. forcément. Et là-dessus, vous rejoignez la jurisprudence de la Cour de cassation. Il n'y a pas de licenciement pour le plaignant. On lui dit il n'y a pas de harcèlement. Tu mets le Oui. micro pour qu'on t'entende, sinon les confrères ne t'entendent pas. Je veux dire, là, on est sur le cadre du salarié licencié, mais nous, notre problématique d'accès à l'enquête, c'est quand on a un plaignant qui dit il y a un harcèlement, on lui dit l'enquête est faite, mais il n'y a pas de harcèlement. C'est ça notre problématique. Alors attendez, bon, on continue. Je vous jette les questions parce qu'il y en a plein. Franchement, ça intéresse beaucoup. Il y a une consoeur ou un confrère qui a dit, mais finalement, l'avocat, il est médiateur. Non, l'avocat n'est pas médiateur, surtout pas. Donc, vous allez intervenir là-dessus. Ce n'est pas du tout la même mission. L'avocat enquêteur est là pour objectiver les faits. Hein. Et d'ailleurs, je pose la question, pensez-vous que l'avocat est légitime à décider si oui ou non il y a ou non du harcèlement moral, parce que, après tout, c'est tout de même le juge qui est seul qualifié seul légitime à donner une qualification juridique. Je ne suis pas convaincue que l'avocat enquêteur lui-même soit habilité à décider si oui ou non il y a une qualification de harcèlement. Je vois il donne son avis. Voilà. Si la consultation. Donner un avis. Oui, enfin, le résultat. Alors là, pour le coup, on est tous d'accord pour dire que l'enquête interne, elle doit avoir on l'a entendu ce matin, on a des conclusions, on se positionne. Et la question qui nous est posée, c'est est-ce que dans mon entreprise, il y a, oui ou non, un harcèlement moral? Alors moi, pour le coup, là, je suis très affirmatif là-dessus. Vous prenez position. Je prends position D'accord. et j'en assume les conséquences si on se retourne contre moi, mais Okay. j'en assume les conséquences. Alors, je vois, mais si en convoquant, on indique que la personne peut être assistée d'un avocat, cela va se transformer en mini-procès. Alors, c'est vrai qu'il y a des enquêtes internes conduites par des avocats où on a vu, d'ailleurs, je l'ai vu dans les décisions qu'on m'a données, des auditions de 8 heures, conduites par un avocat. Dans quelle mesure cela vous paraît-il compatible avec les principes de délicatesse Pas en de droit notre du travail. serment? On n'a pas en droit du travail, on ne tient pas 8 heures. Non, mais je vous pose la question. Moi, j'ai vu des heures de… Pour moi, un avocat qui interroge quelqu'un pendant 8 heures comme ça, il relève du disciplinaire. Enfin, ça me paraît évident. Enfin, voilà, c'est des manquements graves à la déontologie. Session annulée, veuillez vous reconnecter à votre compte, se reconnecter. Il faudra peut-être nous reconnecter, s'il vous plaît, en régie. Voilà, donc maintenant, je vais passer la parole à Bénédicte Kerné-Anne. Et après… Madame Masdessin, vous nous ferez le retour à votre… Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez nous parler de votre analyse de l'avocat enquêteur par rapport à d'autres acteurs. Et là, ça permettra aussi de répondre à Savine. Bon, je vais être assez rapide, mais je pense qu'il y a beaucoup de réponses aux questions qui ont été posées qui sont tout simplement dans le guide CNB, l'avocat enquêteur, l'avocat français et les enquêtes internes. Donc, je vous invite à vous référer à ce guide qui, d'ailleurs, fait référence et dans lequel, justement, vous avez la réponse à la question de savoir si il faut proposer à la personne d'être accompagnée ou pas d'un avocat. Moi, j'aimerais revenir sur un sujet un tout petit peu différent, qui est un sujet qui a été beaucoup abordé ce matin et qui est celui du droit au silence. Et je crois que c'est très important d'en parler, en tout cas, dans ce qui concerne le droit du travail. Juste pour mémoire, et même si c'est une évidence, mais c'est quand même important de le rappeler, le droit du travail est caractérisé, ou plus exactement la relation entre employeur et salarié est caractérisée par le lien de subordination. Et ce lien de subordination fait que l'employeur a le pouvoir de contrôler ce que fait le salarié. Tout simplement aussi parce que le salarié, il agit, en fait, mais au service de l'employeur. Donc, il est tout à fait normal que l'employeur puisse contrôler le salarié. Et de ce fait-là, il est normal que l'employeur puisse demander au salarié de s'expliquer sur ce qu'il a fait pour l'employeur. Et de ce fait-là, à mon avis, c'est une erreur que de dire que le salarié qui est interviewé dans le cadre d'une enquête interne aurait droit au silence. Je pense également que, si vous voulez, aujourd'hui, donc on a ce pouvoir de contrôle de l'activité des salariés, donc qui découle du lien de subordination, mais je pense que ce pouvoir, dans certains cas, il devient un devoir de contrôle. Et justement, il devient un devoir de contrôle par les obligations de compliance qui s'imposent aujourd'hui aux entreprises. En fait, aujourd'hui, on demande aux entreprises de s'autocontrôler.
et donc de contrôler si effectivement leurs salariés ont ou non manqué à leurs obligations. Et s'ils ont manqué à leurs obligations, potentiellement de les sanctionner ou en tout cas de prendre des mesures de remédiation. Et donc cet objectif de compliance et ce devoir qui est mis à la charge de l'entreprise est bien fait que finalement, l'employeur, il n'a pas seulement le pouvoir, mais aussi le devoir de contrôler. Et donc, on ne pourrait pas, à mon sens, mais ça peut être un objet de débat, c'est de mettre toutes ces obligations à la charge de l'employeur et dans le même temps dire le salarié a le droit au silence. Je pense que c'est complètement contradictoire. Ce qui me paraît important aussi, et ce qui était intéressant dans les tables rondes de ce matin, c'est que c'était essentiellement des avocats pénalistes qui parlaient et qui étaient très imprégnés de la procédure pénale. Mais je pense que dans la procédure pénale, il y a une grosse différence en fait entre l'enquête pénale et l'enquête interne. C'est que l'enquête interne, elle a pour objectif en fait juste d'objectiver les faits. Je pense que l'enquête pénale, elle se différencie considérablement et notamment en fait le pouvoir de police et les pouvoirs des enquêteurs se différencient du pouvoir de l'enquêteur interne, puisque l'enquêteur interne, il n'a pas le droit de coercition, il n'a pas le droit de garder à vue. Il ne peut pas contraindre effectivement la personne de rester et de répondre à ces questions. Et la grosse différence entre les deux, c'est justement que dans l'enquête interne, on cherche à objectiver une situation, alors que dans l'enquête pénale, pardon, les pénalistes vont sûrement me dire que j'ai tort, mais l'objectif, c'est quand même d'obtenir des aveux. Et nous, ce n'est pas l'objectif dans le cadre de l'enquête interne qui est faite pour l'entreprise. Mais sauf erreur, ce matin, on parlait de l'enquête interne en matière pénale. Oui, mais il ne parlait pas des enquêtes. Je dis ça, Nathalie, parce que du coup, il y a le parallèle qui est fait avec la question du droit au silence. Et je pense véritablement qu'encore une fois, il n'y a pas de droit au silence dans le cadre de l'enquête interne. Cela étant, je peux entendre, et ça c'est vrai, c'est une réalité, je peux entendre qu'il faille en fait balancer les droits de l'employeur, les pouvoirs et les droits de l'employeur, et aussi les droits fondamentaux, et notamment le droit à un procès équitable, et donc le droit à ne pas s'auto-incriminer. Et je pense que, si vous voulez, la solution qui consiste à dire « il faudrait donner aux salariés un droit au silence » n'est pas la bonne, et que la solution qui a été trouvée justement dans le guide CNB et qui est de dire, à partir du moment où on va interviewer une personne qui potentiellement pourrait s'incriminer, il faut lui donner la possibilité d'être assistée. Je pense que là, pour le coup, effectivement, c'est prendre les mesures nécessaires pour que cette personne puisse ne pas s'auto-incriminer. Alors, je vois que ça suscite des réactions de beaucoup de personnes. Gardez vos réactions et s'il vous plaît, après, il y aura un temps de et c'est bien, faisons débat. Ensuite, sur ce que disait Sabine Bernard, moi, je suis quand même assez surprise par la position du SAF. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, elle est toujours très cohérente, la position. Oui, bien sûr, elle est cohérente, mais j'ai bien écouté ces arguments. Non, mais elle est cohérente ici avec une vision de la profession d'avocat. C'est tout à fait normal. Et c'est très bien, et ça fait débat, et c'est ça qui est sympathique. Mais si vous voulez, de toute façon, il y a toujours eu des employeurs qui ont abusé du droit de licencier. D'accord ? L'enquête interne, elle a pour objectif d'objectiver les faits. Elle est, si vous voulez, précisément à l'inverse de ce qu'est l'arbitraire. L'arbitraire, c'est je reçois une plainte pour harcèlement moral, j'ai le sentiment qu'effectivement, ce manager n'est pas génial, je le vire. Ça, c'est de l'arbitraire, et ça, c'est pas normal, et ça, c'est pas vertueux. Ce qu'il y a de vertueux dans l'enquête interne, justement, c'est d'objectiver les faits, et du coup, que l'employeur puisse prendre une décision sur quelque chose qui est objectivé et qui est le moins arbitraire possible. Après, Sabine, je suis d'accord avec vous, il y a des dérives partout, malheureusement, et c'est pour ça, effectivement, que nos juridictions les sanctionnent. Et ensuite, si, effectivement, l'enquête, il n'y a pas de droit d'accès à l'enquête, et si l'enquête est citée dans la lettre de licenciement et qu'ensuite, elle n'est pas fournie devant le Conseil du prud'homme, il est clair que le Conseil du prud'homme ne va pas donner raison à l'employeur. Donc, on est effectivement toujours sur la sanction d'un abus.
Alors maintenant, effectivement, sur la question de la mise en cause, là, vous avez tout à fait raison. Et il y a un travail à faire. Je pense qu'il y a plusieurs réflexions à avoir. Alors peut-être je reviens juste sur 2-3 points. Sur la question de l'indépendance, le bâtonnier Daudet et puis Nathalie Leroy en ont extrêmement bien parlé. Moi, pour tout vous dire, quand je démarre une enquête interne, ou plus exactement avant même de la démarrer, j'ai un entretien très en vérité avec mon client en lui disant « Écoutez, vous me donnez une mission, vous voulez que je vérifie si les faits qui ont été signalés ou si les soupçons que vous avez sont avérés ou pas. Est-ce que si mes conclusions in fine sont contraires au sentiment que vous avez ou à l'idée que vous vous faites de la situation, est-ce que vous allez accepter mes conclusions? Est-ce que, éventuellement, si je vous dis que eh bien, ce n'est pas la DRH qui est harcelée, mais que c'est elle qui harcèle, est-ce que vous allez accepter mes conclusions et est-ce que vous allez prendre les mesures de remédiation? Est-ce que vous êtes prêt à ça? Et en fait, si le client n'est pas prêt à ça, ben, on n'a pas à faire l'enquête, en fait. On ne peut pas faire l'enquête. Ça, c'est extrêmement important. Sur la question, effectivement, de la personne en fait, qui lance l'alerte et puis on lui dit bah, il n'y a pas de harcèlement, bah, ça, c'est la question de la restitution. Et effectivement, on doit aider nos clients à faire une restitution bah, de façon que les conclusions de l'enquête soient compréhensibles pour tout le monde. Oui, ça c'est intéressant, ça. Merci d'intervenir. Est-ce que vous faites des restitutions, vous aussi? C'est vous qui la faites ou est-ce Alors, que… justement, Voilà. sur ce point-là, C'est intéressant, ça. jusqu'à présent, bah, moi, je considérais qu'effectivement, une fois que j'avais rendu mon rapport, ce n'était plus mon sujet. Et maintenant, dans les lettres de mission, je dis aux clients, écoutez, je vous propose de vous accompagner pour faire la restitution. Parce qu'effectivement, j'ai quand même vu les personnes et qu'il y a eu ce lien. Et puis que finalement, moi, je restais un peu aussi sur ma faim, si vous voulez. C'est-à-dire que je n'avais plus ce contact avec les personnes et que j'avais quand même besoin de leur expliquer. Et surtout que j'avais besoin, à un moment donné, que ce ne soit pas quelqu'un d'autre qui aille finalement porter mes conclusions. Alors, le client en fait ce qu'il veut, mais de plus en plus, effectivement, je participe aux restitutions pour pouvoir expliquer aux gens, parce que l'enquête, en fait, montre très souvent qu'il y a des situations qui sont créées parce que c'est multifactoriel. Et en fait, les personnes peuvent avoir un ressenti extrêmement fort, alors qu'en réalité, bah, il y a plein de facteurs qui ont créé cette situation et il faut leur permettre effectivement de décanter. Je pense que c'est le bâtonnier Daudet qui a dit tout à l'heure, faire rebaisser la pression. Il y a un autre point, un dernier point que je voudrais ajouter, et puis après je passe la parole à Madame Massé-Dessène. C'est la question en droit social, c'est vraiment à quoi sert l'enquête interne. Et comme je le disais là à l'instant, c'est que souvent des situations de harcèlement, effectivement, on s'aperçoit que c'est multifactoriel et que potentiellement même c'est systémique. D'accord ? Et donc, là, la question, c'est est-ce que l'enquête interne va permettre de résoudre cette problématique systémique? Voilà. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. D'autant plus que ce qu'on voit, c'est que jusqu'à présent, en fait, il y avait des enquêtes internes et puis on vous disait, la conclusion, c'était oui, il y a eu des comportements managériaux toxiques. Okay, et donc là, la solution de facilité pour l'employeur, c'est de dire bon, bah, je me sépare du collaborateur parce que comme ça, je me prémunis de toute responsabilité sur les problématiques de santé-sécurité pour les autres salariés. Et ça, je pense que ce n'est pas vertueux, pour le coup, et que ce n'est pas parce qu'un manager, effectivement, peut-être ne se rend pas compte de son impact et qu'il a besoin d'apprendre à mieux manager qu'il faut le virer, ça ne sert à rien en soi. Donc, l'enquête interne, elle sert aussi à ça, et c'est pour ça aussi que c'est amusant parce qu'en fait, on ne s'est pas concerté, mais on travaille tous avec des psys. Hein, donc, on intervient souvent, en fait, pas en tant que seul avocat, mais avocat et psy, bah aussi pour apprécier la question de savoir est-ce que les gens sont capables de changer? Est-ce qu'ils sont capables de prendre conscience de leur propre impact? Et est-ce qu'effectivement, on peut les amener vers la voie de l'amélioration? Et là, ça fait le lien avec la compliance parce que, effectivement, la compliance, c'est ça, c'est l'amélioration continue de l'entreprise. Hein, pour que ce soit de plus en plus vertueux. Voilà. Merci. Toujours beaucoup de questions, mais je les prendrai quand on fera le temps d'échange à la salle.
Sur la restitution, puis après, il faudra passer la parole à madame. Moi, au début, je faisais une restitution purement écrite et désormais, il est dans ma lettre de mission qu'il y a une restitution. Soit elle se fait en conseil d'administration, soit elle se fait en CSE, c'est selon l'origine de mon mandat. Et j'ai même un directeur de scène nationale qui m'a demandé de venir faire une restitution sur scène devant l'ensemble du personnel. Donc j'ai fait un show sur voilà, restitution et j'ai tout balancé à la demande du directeur. En mode TEDx. Mais c'était une expérience hallucinante, mais en fait, ils en avaient besoin. Ils en avaient besoin parce qu'ils n'allaient pas bien. Ils avaient besoin d'entendre un certain nombre de vérités. Et voilà, j'ai fait ça parce qu'on me l'a demandé. Donc, en fait, il faut voir aussi quelle est l'attente du client et de la communauté de travail, en fait, parce qu'on intervient pour la communauté de travail. Oui, d'accord. Donc, vous la faites. Nathalie? Oui, alors pour ma part, on ne la fait pas nécessaire. Enfin, en tout cas, on l'a fait au client. Et derrière, de toute façon, parmi les préconisations, il y en a une qui est celle de ne pas laisser le rapport avec, ben voilà, on agit, puis derrière, on ne tient pas au courant la victime quand il y a une victime de ce qui s'est passé. Donc, on demande à ce qu'il y ait une restitution qui lui soit faite par l'employeur ou par nous-mêmes si l'employeur nous le demande. Mais en tout cas, qu'on ne laisse pas les choses en l'état parce qu'on a déjà vu des actions où au final, on sanctionne un harceleur et puis la victime, elle ne sait pas. Oui, tiens, il n'est plus là, mais pourquoi, comment? C'est dramatique. Hein. Oui, alors ça, je suis d'accord. C'est une question que je voulais vous poser parce que vous objectivez les faits, c'est vrai, mais après, est-ce que vous mettez des préconisations? Parce que c'est ça le plus important. Il ne s'agit pas de venir, parce que ça met le feu quand même à une enquête. Hein. Non, c'est pas l'enquêteur qui met le feu, mais ça génère énormément de tension dans l'entreprise. Et donc, l'important, c'est aussi de proposer des préconisations pour sortir de la crise. Et puis, faire de cette enquête et de ce sale moment, quand même, un levier pour en tirer les conséquences. Et après, ça doit rentrer dans le document unique d'évaluation des risques aussi. Je veux dire, c'est un outil vertueux, l'enquête. Alors, est-ce que vous estimez que vous avez cette compétence? Parce que bon, on est tous avocats, on a tous fait les mêmes études, on n'est pas des psys, ou alors si on a fait en plus des études, c'est bien. Mais est-ce que vous avez les compétences pour ensuite faire des préconisations sur les formations qui doivent être suivies, les précautions à prendre dans les interrelations, etc. Alors, moi, j'avais au départ une formation d'auditeur aussi en droit social, donc j'ai l'habitude de faire des préconisations, donc je continue à faire des préconisations. Aujourd'hui, les préconisations, elles sont souvent un accompagnement psychologique, un travail en équipe, et dans la plupart de mes dossiers, mais ça c'est une pratique provinciale, je pense, vraiment, sans humour, nous mettons dans la boucle l'inspecteur du travail et le médecin du travail qui, la plupart du temps, quand nous sommes amenés à intervenir sur un dossier, étaient déjà sensibilisés, ils sont déjà dans l'environnement, sont très... j'ai d'excellentes relations avec les directions du travail. J'ai même une direction du travail en Nouvelle-Aquitaine qui m'a demandé de venir présenter l'avocat enquêteur parce qu'ils sont demandeurs de ce type d'intervention. Donc oui, moi je préconise aussi. Alors je fais un truc, alors voilà, ça je l'ai inventé il n'y a pas longtemps et voilà, je l'ai inventé de toutes pièces. Je mets les parties s'engagent à rédiger un rapport commun, c'est-à-dire CSE, direction, dans les 6 mois qu'ils adresseront de manière commune dans les 6 mois ou dans l'année, généralement je dis 6 mois, à l'inspecteur du travail et au médecin du travail. Ils feront un constat dans 6 mois sur si les préconisations ont été mises en place, etc., y compris s'il y a eu un licenciement du harceleur. Et donc, l'inspecteur du travail est informé de ça. Et à retravailler, à se retrouver à nouveau. Moi, je n'interviens plus, mais j'informe l'inspecteur du travail que j'ai préconisé ça. Et donc, l'inspecteur du travail écrit en disant « J'ai bien noté que vous devez me faire un rapport dans 6 mois ». Merci, Monsieur Battoni. Vous faites une belle transition avec Hélène Masdessin qui va nous parler, je crois, dans la différence entre les avocats, les enquêtes conduites par des avocats et d'autres acteurs. C'est celle-là. Oui, je vais être relativement en décalage avec ce qui a été dit jusqu'à maintenant, parce que je ne suis pas avocat enquêteur. Il y a bien longtemps que je n'ai plaidé au prud'homme et j'ai eu une toute autre expérience. On l'a présenté, je suis avocat au conseil honoraire, mais je suis également délégué du défenseur des droits, je fais des médiations et puis surtout,
j'ai mis beaucoup le nez dans les rapports de travail en droit public, dont nous n'avons pas du tout parlé depuis ce matin, et, sauf peut-être les hôpitaux dont vous avez parlé, mais où les situations sont assez largement différentes, tant quant aux règles que quant aux rapports entre les parties. Ce que j'ai entendu depuis ce matin me conduit à une première constatation, c'est qu'il n'y a pas une enquête interne, mais toutes sortes d'enquêtes internes qui sont différentes, qui n'ont pas le même objet, qui n'ont pas le même fonctionnement. Et puis, si on va sur la deuxième partie de notre sujet, le rôle de l'avocat, il n'y a pas un rôle de l'avocat, mais il y a toutes sortes de rôles de l'avocat dans différents scénarios où l'avocat intervient dans ses enquêtes avec différentes missions et différents objets. Donc, je voudrais, avec un petit peu de recul, essayer de faire une cartographie de ces deux éléments en y introduisant les autres acteurs qui sont impliqués dans ces enquêtes. Tous les acteurs de l'enquête, les acteurs de l'enquête sont très nombreux, on va le voir, mais tout de suite, on sait qu'ils ont des pouvoirs différents, pouvoir d'enquête, pouvoir d'instruction, pouvoir de se faire communiquer obligatoirement ou non des pièces, pouvoir d'aller sur place ou non. L'objet des enquêtes sont différents, les moyens sont différents et les résultats sont différents. Donc, je vais essayer, autour de l'enquête, d'essayer d'éclaircir ce qui a été dit ce matin en conduisant à faire des distinctions pour qu'un certain nombre de débats, je pense, que nous avons eus depuis ce matin, puissent être pris différemment, car un certain nombre de regards différents viennent du fait qu'on ne parlait pas de la même enquête ni du même acteur. Première question, c'est qui décide de l'enquête? On va faire une enquête. Qui décide? Ce peut être l'employeur qui va mandater quelqu'un pour faire une enquête. Ce peut être un délégué de l'employeur, un DRH, un agent de l'employeur. Il peut le faire spontanément ou il peut être contraint de le faire. Dans un certain nombre de domaines, il est contraint de le faire. Mais l'enquête peut aussi être décidée par les représentants du personnel, qui ont le pouvoir et quelquefois le devoir de décider qu'il va falloir faire une enquête sur un certain nombre de domaines, je pense, accident du travail, danger grave, etc. Ou communément, les deux ensemble vont décider qu'il va falloir faire une enquête. Et déjà, l'enquête va avoir une autre tête, si je peux me permettre, si elle est décidée ensemble que si elle est décidée séparément. Mais il y a aussi d'autres acteurs qui vont décider l'enquête. Ce peut être des autorités publiques, ce peut être le parquet, ce peut être des autorités spécialisées dans un certain nombre de domaines qui vont aller voir s'il y a dans cette telle ou telle entreprise ou dans telle ou telle administration lieu de modifier des pratiques. Donc, première question, qui décide? Deuxième question, qui exécute? L'exécution de l'enquête peut être faite de manière complètement interne, par l'employeur lui-même, par le service du personnel, par des acteurs internes spécialisés, car dans les grandes entreprises, cela existe, des services d'inspection interne, par les représentants du personnel, par des délégués de l'employeur. Mais elle peut être exécutée par des acteurs externes qu'on appelle à faire une enquête. Ce que j'appelle des acteurs externes, ce seront non pas seulement les avocats, mais des cabinets spécialisés ou des personnes à qui on va demander de faire une enquête et qui auront des déontologies différentes et des pouvoirs différents. Ce peut être les autorités administratives dont j'ai parlé tout à l'heure, pas seulement les parquets, mais ça peut être les parquets, l'inspection du travail, les inspections spécialisées, le défenseur des droits, qui va pouvoir intervenir pour faire des enquêtes dans les entreprises. Et si c'est un avocat, ce peut être un avocat comme mandaté par un employeur pour le conseiller et lui donner une aide à ses décisions, ou l'avocat mandaté seulement pour faire un rapport
et ensuite ne pas intervenir. Ces différentes personnes ont des rôles et des pouvoirs différents. S'agissant des autorités administratives, l'inspection du travail a beaucoup de pouvoirs, car elle peut enquêter, elle peut interroger, elle peut se faire communiquer des documents, elle peut ensuite transmettre pour qu'il y ait des procédures pénales. Le parquet, je n'y reviens pas, on en a déjà parlé. Le défenseur des droits a lui-même des pouvoirs d'enquête et d'instruction. Alors, il faut distinguer entre le délégué du défenseur des droits, délégué local, qui n'a que des pouvoirs de conciliation, qui peut interroger, qui peut essayer de rapprocher les parties, qui peut essayer d'aboutir à un accord, mais qui peut aussi transmettre au défenseur des droits siège, qui, lui, a des pouvoirs d'instruction, qui peut aller dans les entreprises, qui peut se faire communiquer des documents et qui, surtout, peut intervenir dans les procédures et contrôler que les enquêtes qui ont été faites selon les règles et avec les garanties procédurales. Je vous donnerai ou je renverrai un certain nombre de décisions du défenseur des droits qui a écarté des enquêtes internes en estimant qu'elles n'avaient pas été faites avec les garanties suffisantes pour qu'on puisse y apporter crédit. Donc, voilà toutes ces différentes palettes pour lesquelles les règles sont différentes. Alors, dans toutes ces enquêtes, où se trouve l'avocat? C'est la question que nous devons en principe regarder aujourd'hui. L'avocat, il peut conseiller une entreprise en lui conseillant de mettre en œuvre une enquête interne. Donc, il va falloir, pour ce faire, qu'il définisse avec son client quelle est la bonne enquête qu'il va falloir mettre en œuvre. Est-ce que ça va être une enquête purement interne, enfin, toutes celles que j'ai décrites tout à l'heure? Et il peut très bien arriver à la conclusion que la bonne enquête, ça serait plutôt de saisir une autorité administrative indépendante, pourquoi pas. Ensuite, ça c'est le conseil. Ensuite, l'avocat peut assister son client employeur dans l'enquête qui va se dérouler. Être à ses côtés, l'aider à répondre, voir avec lui ce qui doit être remis, ce qui ne doit pas être remis, enfin toutes ces choses-là. Donc à ce moment-là, il reste l'avocat de l'entreprise qui l'aide dans l'enquête. De la même manière, l'avocat du salarié va pouvoir assister de la même manière, pardon, j'ai pas dit, je dirais la même chose pour les représentants du personnel qui pourront être conseillés par un avocat sur les choix à faire sur une enquête ou une autre. L'avocat du salarié va de la même manière, qu'il soit mis en cause ou qu'il soit plaignant, l'assister et l'aider à participer à cette enquête. Ça, c'est un rôle de l'avocat traditionnel, d'avocat de conseil, où je pense qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes sur la définition, sur la pratique, il y en a, mais sur la définition des règles déontologiques, des règles de secret, ça, on est dans des choses tout à fait connues. Et puis ensuite, il y a l'avocat enquêteur, qui n'est pas le même, qui n'est pas le même rôle. L'avocat qui va être chargé de l'enquête et qui, à ce moment-là, sera ce que vous avez décrit tout à l'heure, qui va se mettre à avoir un rôle qui n'est pas celui d'assister son client, qui n'est pas celui de choisir quelle est la bonne enquête à mettre en œuvre, mais qui va être celui de pratiquer lui-même l'enquête. Et à ce stade, je pense qu'un certain nombre des questions que nous avons abordées ce matin sur le secret professionnel, sur la déontologie, sur l'indépendance, ne se poseront pas de la même manière que pour l'avocat qui est en train d'assister son client dans une enquête qui est menée par ailleurs et par une autre autorité. Donc, le rôle de l'avocat doit donc, à mon sens, être réfléchi après avoir défini quelle est exactement l'enquête qu'on va mettre en œuvre. Et il me semble que lorsqu'on va parler d'enquête, la première chose va être de s'interroger sur quel est son objet. Si on a bien défini quel est son objet, on pourra se demander quelle est l'autorité ou la personne ou le groupe de personnes qui ont les pouvoirs nécessaires pour mener à bien l'enquête qu'on veut.
Faut-il des pouvoirs de persuasion? Faudra-t-il des pouvoirs de coercition? Et s'il faut des pouvoirs de coercition, il faudra se tourner vers une autorité qui a ces pouvoirs de coercition, qui peut être l'inspecteur du travail ou le défenseur des droits. Quelle procédure sera utile et comment faire dans la situation qu'on rencontre pour rendre cette enquête incontestable? Et donc, au départ, définir le consensus sur le champ, sur l'acteur, sur la garantie, sur le déroulement et sur l'effet des conclusions. Et puis ensuite se posera le problème du débouché, le rapport. Faudra-t-il simplement avoir un rapport, comme on l'a dit tout à l'heure, et permettre aux parties de discuter entre elles? Est-ce que l'employeur ou l'administration en cause pourra prendre simplement une décision? Ira-t-on au procès? Ou même, pourquoi pas, est-ce qu'on n'arrivera pas à la conclusion que dans tout ça, il y aurait besoin d'une médiation qui agira avec d'autres règles et avec d'autres confidentialités et avec d'autres actions? Mais encore une fois, et je m'excuse d'avoir pris un peu de recul par rapport à ce qui était dit avant, ce qui me paraît important, lorsqu'on parle de l'enquête, et si on veut arriver à des réflexions utiles, c'est de bien définir de quelle enquête et de quel avocat on parle. Et je pense qu'en ayant bien éclairci ces deux questions, on pourra avancer plus qu'en mélangeant. Voilà. Merci beaucoup, Madame Azessin. Alors, j'ai une observation et une question. Le droit au silence, pour répondre à Madame Carnéane, le droit au silence est le moyen concret d'éviter de s'auto-incriminer. Séparer les deux est un non-sens. C'est la première observation. Et ensuite, question, peut-on avoir une réponse à la question, je l'avais déjà posée une fois, donc je vous la répète, la question portant sur l'application du statut de lanceur d'alerte au dénonciateur d'un harcèlement et notamment sur le droit à la protection de son identité, en particulier à l'égard de la personne mise en cause. Je la pose, je ne suis pas convaincue que ce soit, mais bon, allez-y. Quand on est dans le cadre d'un lanceur d'alerte, on est dans l'obligation de lui demander, alors ça dépend, si l'alerte elle est anonyme, je veux dire, c'est déjà réglé, mais sinon, on doit lui demander s'il est d'accord pour que son identité soit révélée ou pas. Je veux dire, ça fait partie de nos obligations, c'est dans le texte. Donc on lui pose la question et on fait en fonction. Là, je démarre une enquête où la personne qui a déposé l'alerte ne souhaite pas être identifiée en tant que lanceur d'alerte. Bah, c'est tout, on va respecter ça et on fera avec. Oui. Alors attends, juste 2 secondes, je termine, parce qu'il y a aussi une observation intéressante quand même, parce qu'il faut aussi, on a une vertu un peu pédagogique. Le fait qu'il n'y ait pas véritablement de cadre précis de l'enquête interne, il est vrai que les discussions démontrent que chacun la réalise en fonction de sa conscience, ses appétences, son expérience, en effet, avec objectivité et professionnalisme. C'est intéressant, je trouve. Savine, tu veux peut-être répondre sur toutes les interpellations. Voilà, juste sur la question sur l'articulation avec le lanceur d'alerte. Je pense qu'on va avoir des problématiques, parce que je pense effectivement qu'on va avoir la question de l'articulation. Est-ce qu'on relève de la procédure je dénonce du harcèlement moral ou je suis un lanceur d'alerte parce que je dénonce une infraction pénale? Et je pense qu'on devrait aboutir au fait que sur la procédure lanceur d'alerte, des garanties spécifiques résultant du décret, notamment sur l'anonymat, les durées de conservation, etc. Et moi, je pense qu'on devrait arriver à une solution où la réalité, c'est que le lanceur d'alerte, ça n'est pas pour lui-même. S'il dénonce des faits de harcèlement moral, s'il dénonce des faits de harcèlement moral, on n'est pas dans la défense de l'intérêt général. Pour moi, on aura cette articulation. La problématique n'est pas réglée, mais pour moi, elle se résoudra de cette manière-là. Oui, c'est même, je crois, un critère de l'application du statut. Alors, ne pas avoir un intérêt individuel. Oui, mais ça a été dans la dernière. Ça a été modifié dans la dernière loi. Avant, c'était être désintéressé. C'est ça, désintéressé. Oui, et ça a été sans contrepartie financière. Exact. Oui.
Gardez vos questions. Alors, je vais vous poser ouais. la parole. Mais je pense que ça a été débattu sans contrepartie financière. Quand on voit les débats, Monsieur de Courson disait oui, mais on n'est jamais désintéressé. C'est aussi pour l'intérêt général qu'on dénonce une infraction pénale. Donc c'est plus en réponse à ça pour moi que ça a été modifié, mais pas en pensant à la question est-ce que le lanceur d'alerte pour lui-même, pour celui qui dénonce une infraction pour lui-même. Sinon, comment expliquer qu'on a des processus spécifiques dans le Code du travail pour celui qui dénonce du harcèlement moral, pour celui qui dénonce de la discrimination syndicale? Ne perdons pas le focus avec l'enquête C'est interne. juste pour des questions de preuve que ça a été modifié. Hein. C'est juste pour des questions de preuve qu'on a modifié les textes. Oui. Voilà, parce que la contrepartie financière, c'est facile à établir, alors que l'absence de haine de la victime pour celui qui lui a fait quelque chose, c'est quelque chose de non démontrable, et donc on a un problème de présomption, etc. Donc on a simplifié, on a pris une règle de preuve en changeant la formulation. Je veux dire quelque chose sur l'avocat pour répondre. J'espère que j'aurai la parole en dernier. Je signale que j'étais seule contre 3. Juste sur la question de l'avocat, je trouve que c'est très intéressant parce que les pénalistes ce matin étaient très clairs. Pour eux, le rôle de l'avocat, ils ont dit, hein, même dans le déroulement de l'enquête, en acteur, non pas uniquement pour assister dans le cadre de l'enquête, hein, mais en tant qu'acteur qui réalise l'enquête, on est par essence dans l'exercice des droits de la défense. Dans le rapport que j'ai cité, et c'est des pénalistes, c'est logique, ils sont dans une logique d'arriver à une absence de condamnation pénale de leurs clients. Et donc, moi, j'ai une vraie problématique. Quand j'entends l'enquête interne, c'est objectiver les faits. De l'autre côté, vous l'avez dit, c'est conseiller jusqu'à quel point les deux sont compatibles. Parce que pour moi, l'objectiver les faits, ce n'est pas la question du conseil. Et quand l'employeur, quand l'enquête arrive à la conclusion, notamment dans ce qui est systémique, de la complicité pendant des années, je trouve que le rôle de l'avocat me paraît un peu schizophrène. Et c'est intéressant, d'ailleurs, vous avez dit, moi, je défends la collectivité de travail. La collectivité de travail, je ne suis pas sûre que ce soit votre client. C'est deux choses différentes. Voilà. Moi, je serais d'accord avec cette définition-là, mais je ne suis pas sûre que ce soit le rôle de l'avocat de défendre la collectivité de travail quand il est lié par un devoir de conseil de son client qui, en l'espèce, est peut-être complice d'une infraction. Mais peut-être que pour répondre à votre question, tout dépend de ce qui est mis dans la lettre de mission. Hein. Dans la lettre de mission, normalement, pour l'enquête interne, alors, là encore, je pense qu'il y a des avocats qui ne font pas la même chose, mais la lettre de mission, elle est quand même d'abord et avant tout de vérifier si les faits qui ont été signalés ou bien les soupçons qui sont exposés par l'employeur sont avérés ou ne sont pas avérés. D'accord ? Et après, si effectivement l'employeur veut, en plus de l'enquête, si on parle vraiment de l'enquête interne, le rôle de l'enquêteur, c'est d'abord et avant tout de vérifier ça. D'accord ? Et après, éventuellement, et je pense que c'est une mission différente, effectivement, qui est si l'employeur souhaite que l'avocat intervienne pour faire des préconisations. Et à mon sens, c'est pas le même rôle. Et d'ailleurs, très souvent, enfin en tout cas en ce qui me concerne, je suis recommandée par des confrères pour faire l'enquête interne. Et ensuite, une fois qu'il y a mon rapport, il y a une passation, effectivement, et ensuite, ils reprennent le relais sur la question du conseil. Donc, vous ne faites pas du conseil. Tout ça pour dire, parce qu'on dit que le rapport, c'est indissociable de la mission de conseil. Voilà, vous dites, je ne fais pas du conseil. Non, mais je pense que vraiment, c'est jouer avec les mots. Je suis désolée, mais bien sûr que quand vous êtes en train donc, en tant qu'avocat employeur, quand l'employeur m'appelle et me dit, je veux licencier tel salarié parce qu'il ne donne pas satisfaction, d'accord ? Mon premier réflexe, c'est de lui dire, ah bon, et qu'est-ce qu'il nous prouve ? Ok ? Et déjà, on est en train de faire une enquête interne, d'accord ? Et ça, on l'a toujours fait. Et c'est normal. Et voilà. Et donc, là, je suis aussi, effectivement, j'exerce quand même un rôle de conseil. Je vais quand même dire à l'employeur quelles vont être les preuves qui vont convaincre les magistrats ou pas. C'est de l'aide à la décision. C'est intrinsèque de l'aide à la décision. À ce que j'exerce comme profession. Donc, ne jouons pas avec les mots. Oui, effectivement, il y a quand même une mission de conseil dedans. Mais encore une fois, ce n'est pas la question de savoir est-ce qu'on fait du conseil ou est-ce qu'on ne fait pas du conseil, c'est la délimitation de la mission qui est confiée.
Non, enfin, je trouve que c'est un vrai sujet pour moi, hein, c'est à ce point-là que tu soulèves, Savine. Mais il y a peut-être une nuance que vous apportez, vous, monsieur le bâtonnier. C'est que d'abord, j'aime bien ce terme de l'aide à la décision, parce que c'est vrai que l'avocat enquêteur, lorsqu'il rend son rapport, il aide à la décision. Et donc, à ce titre, il est dans une mission de conseil. Et donc, pour moi, il n'y a pas de difficulté sur, un, le fait que c'est du conseil, et deux, le fait que c'est forcément couvert par le secret du conseil. Néanmoins, la vraie question qui peut peut-être vous différencier, vous, Madame Kernéan, et Monsieur le bâtonnier Daudet, c'est quand vous disiez tout à l'heure, moi, j'étais pas là avant, je ne serai pas là après. Donc, est-ce qu'un avocat conseil d'une entreprise peut faire l'enquête interne pour son client habituel? Voilà, c'est ça qui vous distingue. Il y en a qui ont franchement, essayé, ils ont eu des problèmes. Non, mais il ne faut pas généraliser. Il y a plein d'enquêtes internes différentes, d'accord? En matière de droit social. L'enquête typique Pardon, en matière de droit social, il est très clair que pour l'avocat habituel de l'entreprise, c'est extrêmement difficile de faire une enquête interne. On se retrouve effectivement avec peut-être pas un conflit d'intérêts au sens de notre règlement intérieur, mais en tout cas un conflit d'intérêts interne. Voilà, il peut y avoir effectivement. Bon, en revanche, il y a des cas dans lesquels l'avocat habituel de l'employeur peut tout à fait faire l'enquête interne. Je vous donne un exemple. Quand on fait une enquête interne sur des fraudes, je suis désolée, mais il n'y a absolument aucune difficulté et il n'y a pas de conflit d'intérêt à ce que l'avocat habituel de l'entreprise fasse cette enquête interne. Donc, je crois qu'il faut vraiment… Ce qu'il y a d'absolument fantastique avec nos règles professionnelles, nos règles déontologiques, c'est que, justement, en matière de conflit d'intérêt, je pense qu'on a les règles les plus poussées. D'accord ? Donc, ces règles, elles existent, elles sont extrêmement claires, il y a beaucoup de jurisprudence. Tenons-nous à ces règles et n'essayons pas d'en rajouter d'autres. Ce n'est pas la peine, il suffit de les appliquer. Et de les appliquer effectivement en conscience et conformément à notre serment. Alors, on va passer la parole à la salle. Juste des observations hein, pour aller dans le sens de tout ce que vous dites. Le client et l'entreprise, c'est-à-dire la personne morale, mais ses dirigeants. Donc, l'avocat enquêteur, à la demande de la personne morale, a toujours son parti pris. La personne morale, son enquête est réalisée dans l'intérêt supérieur de l'entreprise. Là, je pense que tout le monde est non. Vous n'êtes pas d'accord ? Alors, je ne joue pas sur les mots, dans l'intérêt supérieur de l'entreprise, plutôt dans l'intérêt de tout le monde, hein, parce que des salariés aussi, quand vous avez un harcèlement moral qui est là, l'intérêt, c'est vraiment pour l'entreprise que le harceleur s'en aille, que la situation soit apaisée, et pour les salariés aussi. Donc, c'est dans l'intérêt vraiment de tout le monde. Je veux dire, l'entreprise, elle est prise dans son acception la oui, plus large. oui. Est-ce qu'il y a un micro qui peut passer dans la salle? Voilà. Oui, bonjour, Julia Catlama. Alors, je suis avocate pénaliste, je ne sais pas s'il en reste un peu dans cette salle, qui ont sursauté comme moi et qui s'agitaient en voulant presque vous sauter dessus. Non, je rigole. Non, je voudrais revenir quand même sur un point essentiel qui est le droit au silence. Vous avez dit, et là vraiment j'ai cru hurler, pardon, vous avez dit qu'on ne devait pas mettre à la charge de l'entreprise cette obligation de droit au silence. Et ça fait presque, ça remet en cause des années de combat pour les droits de la défense. Le droit au silence ne doit pas être considéré comme une charge pour l'entreprise. Qu'est-ce que le droit au silence et le droit de ne pas s'auto-incriminer? C'est la garantie que ce que va être déclaré par la personne entendue n'est pas du fait de la pression exercée par le cadre de l'enquête qui se fait effectivement sur son lieu professionnel par son employeur, et que cette pression qu'il peut subir peut nuire à la véracité. C'est ça, le droit de s'auto-incriminer. Alors, on fait le parallèle avec l'enquête en cours de garde à vue ou devant le juge d'instruction. C'est la même chose, c'est-à-dire que le problème n'est pas une charge pour l'entreprise, le problème, c'est d'avoir une enquête qui veuille dire quelque chose. Et c'est dans l'intérêt de l'entreprise que cette enquête veuille dire quelque chose. Justement, qu'elle soulève de vrais points, que ne ce soit pas juste des déclarations d'un salarié qui prie finalement entre deux feux avec son employeur qui le regarde comme ça, en disant attention toi à ce que tu vas dire. C'est le droit de se taire, c'est une garantie, mais ce n'est pas seulement une protection de la personne entendue, c'est une protection de la société. Voilà, ça c'est vraiment, je pense, fondamental. Et c'est un peu de la même manière quand on dit et qu'on propose le droit à un avocat. Le droit à un avocat, il faut savoir que dans l'enquête,
en garde à vue, il n'est là que depuis 2011. Vous imaginez, avant 2011, l'avocat ne pouvait pas aller en garde à vue. Alors, on a dit, mais aujourd'hui, c'est presque impensable que le défenseur ne puisse pas être aux côtés de son client en garde à vue. Donc, c'est un peu la même manière. Quel est l'intérêt pour l'entreprise de dire à une personne de ne pas venir assister? Moi, je vous retourne la question, en fait, je la change de sens. Non, mais personne n'a dit ça, hein, consoeur. Pardon, moi j'ai entendu notre consoeur Kernéan dire sur le droit au silence, si tout à fait, je l'ai noté même. Peut-être que mes confrères interviendront. Mais tant mieux si on est d'accord. Un avocat, nous pratiquons. Non, je parle du droit. Je fais le parallèle. Je confirme, il y a des confrères qui disent on doit rappeler les droits fondamentaux et le droit au silence pour tous, ce n'est pas réservé aux pénalistes. Alors, juste une toute petite observation, après je passe la parole à mes confrères, mais pour revenir sur ce que disait notre consoeur Bénédicte Grohl et sur ce qu'elle disait de la qualification de conseil, quand l'avocat intervenait dans l'enquête interne, c'était une mission de conseil. Je pense que, pourquoi elle vous disait ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème de qualification par la loi, par la jurisprudence, par la circulaire, de définir finalement ce que recouvre le secret professionnel. Et il y a l'air d'avoir un consensus sur le fait que le secret professionnel, un petit début en tout cas, couvre le conseil, les droits de la défense, l'exercice même des droits de la défense et le conseil de la défense. Et pourquoi, j'espère que je traduis bien ces propos, notre consoeur Bénédicte Grohl disait qu'il fallait le qualifier de conseil, parce que c'est important de se poser la question du secret attaché à ce rapport. Et c'est vrai qu'on peut considérer qu'on est avocat, enquêteur interne, et puis finalement, pouf, pouf, on rend notre rapport. Les garanties de notre serment sont suffisamment... Non, mais les garanties de notre serment sont suffisamment importantes, sauf qu'il y a des conséquences dans ce rapport. Et il peut y avoir aussi des conséquences à la transmission de ce rapport pour l'entreprise. Donc, ce n'est pas forcément être le défenseur de l'entreprise, c'est-à-dire intervenir en tant que son conseil habituel, même si on n'intervient que pour l'enquête interne, qu'on est indépendant et qu'on garantit tous les droits attachés à notre serment, qu'il ne faut pas se poser la question de la confidentialité, du secret de ce rapport que l'on transmet à la fin de notre enquête. Derrière vous. Merci pour cette intervention. Bonjour, Stephen Dreyfus, avocat américain. Je rebondis à ce qui vient d'être dit, mais aussi à la réflexion de Bénédicte à propos du droit au silence, pour vous faire part d'une décision de la très prestigieuse Cour d'appel fédérale de New York dans la matière. Il y a eu une enquête pénale anticorruption menée par le DOJ. L'entreprise cible voulait faire preuve de son entière coopération avec cette enquête, donc a convoqué un salarié soupçonné pour le questionner à l'interne sur les faits incriminés. Le salarié invoque son droit contre l'auto-incrimination et refuse de parler. Pour faire preuve de sa pleine coopération avec l'enquête, l'entreprise le licencie. En appel du licenciement, le raisonnement de la Cour d'appel fédérale était très simple. Il avait le droit constitutionnel de ne pas s'incriminer, il n'avait aucun droit constitutionnel à son boulot. Et donc, le licenciement est validé, mais la protection de son droit contre l'auto-incrimination, elle aussi, est validée. Je me demande ce que serait le résultat en France. Bon, il y a quand même une majorité qui se dégage pour dire sur le chat, parce que ça continue sur le chat. Merci d'ailleurs à tous les confrères qui nous suivent avec attention. Il faut que l'avocat conseil, étant conflit d'intérêt, il vaut mieux essayer de prendre un autre avocat. Il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, alors Alexandrine Chartier. Alors pour le coup, je ne suis pas avocate, je suis juriste en entreprise et donc je fais partie de ces acteurs externes qui peuvent, des acteurs internes qui peuvent mener les enquêtes internes. Et j'avais une question sur la saisine. Donc pour vous, ça se passe par le biais de la lettre de mission, mais il arrive fréquemment qu'on est saisi d'une question et, alors pour le coup, je rejoins plutôt la théorie de l'objectivation des faits.
on nous demande de répondre à une question et au cours des entretiens et des témoignages, on peut découvrir effectivement donc soit que la personne qui est soi-disant harcelée est finalement le harceleur ou découvrir un harcèlement d'ambiance, etc. Et ma question, c'est par rapport au rapport. Alors, moi, je n'ai pas de lettre de mission, par exemple, mais est-ce qu'on doit répondre uniquement aux faits pour lesquels on a été saisi ou est-ce qu'il faut discloser dans le rapport ce qui ressort de l'ensemble des témoignages dans le cadre de l'enquête interne? Ça, c'était la première question. Et la seconde, on a beaucoup parlé de l'enquête interne pour les infractions pénales ou en termes de matière sociale. Mais l'enquête interne aussi ressort, alors par le biais du devoir de vigilance, moi ça ressort puisque le harcèlement moral, sexuel rentre dans les obligations de sécurité des salariés. Et donc, est-ce qu'on ne va pas avoir un choc des titans en termes de normes avec cette loi sur le devoir de vigilance, le droit du travail, le droit pénal, etc. Voilà, merci. Je propose que Hélène vous répondiez, puis après, je suis désolée, on va devoir arrêter et je vais devoir passer la parole à Mme Frison-Roche qui va faire la synthèse de la table ronde. Un tout petit point sur la lettre de mission. Effectivement, c'est très regrettable que vous n'ayez pas une lettre de mission lorsque vous êtes saisi parce que vous ne pouvez pas répondre à toutes les questions que j'ai posées tout à l'heure. Un tout petit mot sur... Et que donc, si vous rencontrez autre chose, rien ne vous empêche de demander l'élargissement de votre mission. Parce que vous arrivez au fait que vous ne pouvez pas répondre à la question qui vous est posée parce que ce n'est pas celle-ci qui se pose. Et c'est une forme de réponse. Sur le droit au silence, moi, je pense qu'il ne faut jamais oublier tout de même, parce qu'on n'a pas employé ce mot, mais le lien de subordination. Le salarié qui est entendu dans une enquête comme salarié, il est subordonné à l'employeur. Et donc, on ne peut pas définir abstraitement le droit au silence sans s'interroger non pas seulement sur les conséquences que va avoir son silence ou son témoignage sur l'objet de l'enquête, mais plus généralement sur son statut dans l'entreprise. Et donc ça, cette question, vous vous la posez forcément lorsque vous entendez quelqu'un. Et les enquêteurs, avec toutes les qualités qu'on nous a décrites, ne peuvent pas omettre de se poser la question de savoir pourquoi un salarié ne va pas vouloir prendre parti et le risque que cela implique pour lui, soit de témoigner, soit de ne pas témoigner. Et je ne pense pas qu'on puisse parler objectivement de l'enquête interne telle qu'on l'a définie tout à l'heure, sans avoir toujours présent à l'esprit, comme toujours en droit social, les conséquences du lien de subordination. Je ne dis jamais que vous n'y pensez pas, mais je pense que c'est un des moyens de ne pas prendre abstraitement les questions qui sont posées. Voilà. Sinon, il y a encore plein d'autres choses à dire, mais je ne les dirai pas. Il y a tellement de choses à dire, mais on pourrait y passer des heures. Malheureusement, notre temps est compté. Madame Frison-Roche, votre synthèse, s'il vous plaît. Oui, mais j'ai beaucoup appris. Et puis, alors, en quelque sorte, nous allons de mieux en mieux, j'apprends de plus en plus, et puis de mal en pire, parce que, comme dit quelqu'un dans votre chat, pas aller vers des abstractions. De toute façon, à chacun sa définition. Et puis, il faut surtout distinguer tout. Aucune enquête ne se ressemble. Les avocats ne se ressemblent pas. Les définitions, de toute façon, elles ne sont jamais communes. Enfin bref, débrouillez-vous, quoi. Moi, je me suis dit, mais quand même, on est, enfin, semble-t-il, dans une immaturité juridique, mais qui est assez étonnante, parce que je m'étais dit, bon, là, ça va être bien, les enquêtes internes en matière sociale, là, ça, c'est bien. On va savoir quelque chose, on va s'en tenir pour dire quelque chose, quoi. Puis je me suis dit, là, c'est bien, ça commence bien. On me cite des arrêts de la chambre sociale, des arrêts de cour d'appel, des jugements de première instance. Ça me rappelle ce qui a été dit dans la table ronde en matière pénale, où on m'avait bien dit, c'est du droit dur. Je vous cite de la jurisprudence de la chambre sociale. J'ai dit, ça c'est bien, c'est du droit dur, je peux m'y retrouver. Et puis après, j'ai vu que ça n'allait pas du tout comme ça, que vraiment, c'était vraiment, on pouvait se fier à rien.
Et là, je me suis dit, il y a quand même un problème pour nous, sujet de droit, quoi, parce que dans ces matières-là, si on veut avoir un petit peu de maturité, normalement, il faudrait passer de la myriade de diversité des situations de fait vers, si on est en civil law, quelque chose comme quelques règles générales et abstraites qui peut-être vaudraient pour toutes les enquêtes internes, pour tous les avocats, pour toutes les entreprises, pour toutes les personnes, qu'elles soient visées, visant, victimes, méchants, gentils, vous voyez, que ça vaudrait pour toutes. Ou bien si on est dans une logique de civil law, il faudrait arrêter quelques principes. Puis je crois que le titre même, il y en avait un qui était visé, principe droit de la défense, celui-là on le tenait. Hein. Donc des principes qui pourraient être appliqués pour un cas et puis qui seraient implicables à tous les cas futurs analogues. Mais là, j'ai compris que des cas analogues, non, ça n'existait pas. Que tous les cas étaient différents. Oui, mais ça, moi, je me dis, en tant que sujet de droit, je me dis, ah non, ça, il faut me donner les cas qui sont analogues, parce que des droits de la défense, quand même, bien que n'étant pas avocat, je voudrais quand même qu'il y en ait un petit peu. Et donc, la première chose qui m'a quand même frappée dans ce que j'ai entendu, et je vois bien que vous restituez absolument et l'état du droit et l'état des pratiques, cette impression si constatée d'une grande immaturité de ce sujet particulier, parce que vous l'avez tout à fait bien dit, c'est pas du tout la même chose quand on est en matière sociale, et vous avez tout le temps dit, alors ce matin c'était les pénalistes, hein, mais aujourd'hui, cet après-midi, on est en matière sociale. Oui, mais je crois qu'il y a du droit pénal social partout. Et puis, ce matin, en droit pénal, ils n'arrêtaient pas de se référer à la jurisprudence de la Chambre commerciale. Donc, je me dis, il doit y avoir de l'interpénétration là-dedans. Et puis, effectivement, la vigilance, mais ça va arriver partout. Et la vigilance, c'est l'environnement, c'est le social, c'est le civil, c'est le droit des sociétés. Enfin, il y en a partout. Et là, je vais avoir des tas de tables rondes dans votre conférence que vous ferez dans 2 ans, où là, on va me dire à chaque fois, tout ce que vous avez écouté ce matin, vous l'oubliez, puis tout ce que vous écouterez demain, ça ne vaudra rien. Donc, je vais me retrouver avec des silos comme ça. Il faut absolument arriver à trouver des principes communs parce que, par exemple, et je pense que tout à l'heure, on va passer en corruption, en vigilance, on va trouver des choses différentes, mais en matière de blanchiment, c'est tout à fait différent. En matière de corruption, il y a des tas de lignes directrices là, tout d'un coup, il n'y en a plus. Pour les abus de marché, il y a plein, vous avez cité à juste titre les autorités administratives, mais c'est l'autorité des marchés financiers qui fait absolument tout. Et donc ça, il faut quand même arriver à trouver quelques principes communs. Et donc, il faudrait quand même avoir quelques principes communs, sinon qu'est-ce qui est en train de se passer malgré tous vos efforts? C'est qu'on a une pulvérisation absolument de toutes les règles, y compris des droits de la défense, puisque ça m'a quand même aussi un peu étonnée, enfin, disons, ça m'a même pas étonnée, ça m'a un peu attristée et un peu effrayée, puisque, semble-t-il, il y aurait des cas, puis pas des cas pathologiques, non, des cas ordinaires, ou bien il n'y aurait plus de droit au silence, qui est quand même un principe majeur dans les droits de la défense, et puis d'autres cas où il y en aurait tout à coup de nouveau. Et donc ça me paraît très inquiétant de se dire qu'il y aurait des cas où on ne serait pas en matière pénale. Quand j'entends un d'entre vous, et je connais votre extrême compétence, qui dit « quand je rédige un rapport interne, je le rédige comme une ordonnance de renvoi devant un tribunal correctionnel », je me dis ça ressemble bien de la matière pénale. Et qui dit, en même temps, enfin, dans le même élan, enfin, dans la même table ronde, il n'y a pas de droit de la défense. Là, je me dis, mais on est dans la culture pénale, on est dans la culture pas pénale. Disons, moi, tant que je ne suis pas visée par le même rapport, quelque sorte, si vous étiez professeur d'université, on sait que les professeurs d'université parlent pour ne rien dire, donc ça ne m'inquiéterait pas. Mais comme là, on est dans la pratique, que je sais que ce sont des choses qui se passent dans les entreprises, ça m'inquiète quand même un peu. Et donc, je continue à ne pas savoir quel est le statut du rapport interne. Alors qu'on me dit, ne vous inquiétez pas, de toute façon, à chaque cas, c'est différent.
Oui, mais enfin, je voudrais savoir, j'attends maintenant la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'État, et pas seulement en matière sociale, et puis en matière financière, et en abus de marché, et en comportement anticoncurrentiel, et en devoir de vigilance. Et je ne voudrais pas que les hautes juridictions me disent, à chaque fois, je vais vous donner une définition différente suivant les secteurs. Parce que j'ai besoin de savoir si j'ai des droits processuels, des droits de la défense, le droit de ne pas collaborer ou l'obligation de collaborer. Parce que ça peut être au titre d'un rapport hiérarchique parce que j'ai mon manager au-dessus, ou bien j'ai le pouvoir d'obliger à la collaboration parce que je suis le manager, ou bien parce que j'ai le PNF qui, lui, m'oblige à collaborer parce qu'il a fait d'aimables lignes directrices. C'est quand même la même chose. C'est la question de la collaboration ou non. Mon dernier point, c'est que je comprends bien quel est le souhait. C'est que ça a été expliqué par Nathalie Attias dès le début. Il faudrait conseiller de plus en plus et défendre de plus en plus. C'est certainement ça l'objectif de l'avocat. Conseiller de plus en plus, aider à la décision de plus en plus. C'est vrai que la formule est très heureuse. Et puis défendre de plus en plus. Mais pour ça, il faut avoir une grande confiance dans la déontologie. Et là, on en revient à la question de la preuve. Parce que les extérieurs, ils veulent tout à fait bien partager vos sortes de déclarations de foi que vous avez tous fait. Moi, je veux bien tout à fait adhérer. C'est-à-dire le fait que l'avocat dit « je n'ai aucun parti pris ». C'est tout à fait possible. J'y adhère tout à fait. Mais disons, si je suis à l'extérieur, je vais me dire certainement, oui, sans doute. J'ai tout à fait confiance dans le serment que vous avez fait. Enfin, disons que face à des algorithmes, vous savez, il y a des études en finance ou en choses comme ça qui disent que éventuellement l'algorithme a éventuellement un peu moins de biais ou des choses comme ça. Enfin, ce sont des choses qui sont soutenues, disons. Hein. Et je sais qu'il y a des biais dans les algorithmes, mais il y a beaucoup d'études là-dessus. Mais disons que cette foi-là peut n'être pas partagée éventuellement par des autorités de régulation. Et à ce moment-là, c'est juste une question de donner à voir la crédibilité, le mot a été très souvent prononcé, la crédibilité d'une déontologie en action. Et ça, c'est une illustration qui a été très bien donnée par la table ronde et je pense que ça, pour le coup, c'est un grand principe de type probatoire. Et là, il y a une chose que vous vivez très bien ici, nous sommes au CNB, c'est que les règles déontologiques doivent être prises en tant qu'instrument probatoire et non comme pas chose acquise. Il me semble désormais que les choses ne sont plus acquises dans le monde dans lequel nous vivons, avec ce qui a été qualifié d'une façon assez récente et à mon avis heureuse par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, parce que pour le moment, celle-là n'est pas nommée, mais en matière de compliance et de régulation, elle a quelques compétences, la Chambre commerciale, qui a dit que les ordres professionnels étaient désormais des autorités de régulation. Et les ordres professionnels sont là pour renforcer la crédibilité de la déontologie des avocats qui leur permet de faire une présomption mixte, comme quoi on peut leur faire confiance. Merci beaucoup, Madame Trivon-Roche. Je pense qu'on peut clôturer cette table ronde sur cette jolie formule que vous avez employée et qui est particulièrement appropriée ici dans les locaux du CNB, c'est la déontologie en action. Merci beaucoup.